Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de nous renouveler comme vous le faites chaque matin votre confiance sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2019. On commence cette émission ce matin avec le regard tourné vers Kinshasa en République démocratique du Congo où Félix Tshisekedi est depuis hier officiellement le président de la République de la RDC, lui qui a prononcé un discours mémorable, lui qui a surtout appelé donc à l'union nationale en donnant ici quelques mots gentils pour ses concurrents à cette élection présidentielle du 30 décembre dernier. Il a donc eu des mots tout à fait conciliants avec Martin Fayulu qui continue à contester sa défaite, mais également à Emmanuel Ramazani Shadary, lui également à qui il a donc adressé des propos tout à fait conciliants là encore. Donc c'est pour dire que la RDC a connu hier une transition pacifique, une alternance pacifique à la tête de l'État, ce qui est un rêve pour beaucoup de pays de l'Afrique centrale qui jusqu'ici continuent donc à vivre dans une forme de démocratie édulcorée. Démocratie parsemée d'embûches, on le voit très bien avec tout ce qu'on a vécu ces dernières heures avec la répression de marches pacifiques de l'opposition au Cameroun. Notez ici, comme on vous l'a dit d'ailleurs, cette marche pacifique réprimée donc à Douala, c'était mercredi dernier du SDF, et demain le 26 janvier donc on aura évidemment cette marche du MRC qui est donc annoncée, et on voit très bien que ce matin le quotidien Mutation titre comme une bataille de titans dans le Fundi, donc la bataille entre Monsieur Tila qui est le préfet du Fundi et Maurice Kamto qui est le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc on voit très bien que sur ce plan-là, l'autorité administrative se dresse comme étant le gardien de ce qui pourrait être l'ordre public. C'est ainsi que cela est employé et usuté au quotidien pour mettre fin à toute velléité de manifestation. Comme chaque matin, madame, monsieur, l'équipe du plateau républicain est en place. D'abord vous, monsieur Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bluff, bluff, bluff au Rwanda Fukistan. L'eau ne coule pas en Banga. C'est venu et c'est reparti. Merci. Ainsi va cette république. Voilà, on marque ce temps d'arrêt pour clairement suffisamment apprécier les souffrances des populations de Mbanga. Donc on est dans ce bluff perpétuel dans un pays comme le Cameroun qui depuis de nombreuses années donc subit ces affres et ce manque d'eau potable. Charlamel Bachou, s'il faut le rappeler, il vous donne rendez-vous à 10h30 dans le cadre de sa colère, une chronique sans concession sur la marche de ce pays. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous l'avez dit, on va parler un peu de politique. Mais hier, on va revenir sur ces éclats de voix qu'il y a donc entre les commerçants du marché Mbopi. On a également eu des gros bras venant donc de la police municipale. Pendant que c'était en pleine séance de travail, ils ont donc surgi pour emporter du matériel dédié à la logistique et bien d'autres. Et les commerçants se sont posé la question de savoir pourquoi mettre un thème à une manifestation qui, bien avant, avait été autorisée par le sous-préfet de Douala premier. Encore des interrogations. On va donc revenir sur cette journée folle et d'autres informations en complément. Il faut pousser. Le terme est employé à dessein, journée folle, on va revenir parce que les journées semblent se passer à Douala et elles semblent se ressembler. On voit très bien ce qui se passe avec les forces de l'ordre qui viennent toujours apporter le grain de sel dans les portions de liberté durement conquises au début des années 90. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombor Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Démissionné du gouvernement dimanche le 20 avril 1997, Tisti Sezoua dit avoir un projet pour le Cameroun. Il dit répondre ainsi qu'après son incarcération, les intellectuels comme Mongo Betty et Boussi Boulaga, bien d'autres, avaient constitué un comité pour sa libération. Il pense donc
que son message était compris. Bien qu'appartenant au sérail, il avait été compris et la distinction avait été faite. Il voudrait donc capitaliser cette distinction-là pour montrer comment il a des idées nobles pour ce pays et il s'y engage. De quelle manière, il nous le dira lui-même. En tout cas, il est avec nous ce matin sur Radio Equinox, émission exclusive de On refait le Cameroun, le spécial professeur Tshisekedi, qui a d'ailleurs qui s'est prononcé sur la crise anglophone. Il a donc déroulé une liste de solutions parmi lesquelles il demande au président Paul Biya de prendre la parole à la radio nationale pour retirer l'armée des régions du nord-ouest et du sud-ouest, laquelle déclaration est en train d'enflammer la toile depuis qu'il l'a prononcé sur Radio Equinox. C'est pour vous dire que c'est un retour fracassant sur la scène politique camerounaise avec l'interview ce matin sur Radio Equinox. Madame, Monsieur Desbarrans, ce programme avec la première articulation, il s'agit de l'histoire du jour contée par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, ce matin on s'arrête à Yaoundé, Ekounou-Maché. Je ne connais pas Ekounou-Maché, on m'a seulement dit Ekounou-Maché. On vit comment, il connaît moi que les sauces. Quand le lycée bilingue, il connaît Col Folo. Le délégué du gouvernement a cassé là-bas. Il a cassé à où? Je demande à Ekounou. Non, ce n'est pas lui, les papa. gens vont dans la rue là-bas. Peut-être qu'il a cassé les Ce n'est pas le cas, la peine bonbon. Ah. Voilà une dame qui dit que son mari veut qu'elle meure. Waouh! Massa. Le mariage c'est Dieu, Flora. Ton mari a cassé sa boutique. Il dit non, ce n'est pas ça, peine bonbon. Il veut ouvrir quoi, un salon de coiffure. Donc, le mari refuse. Mais parce que les deux, j'ai écouté les deux hier, ils m'ont parlé. Le problème c'est quoi? C'est que son mari l'avait interdit de ne plus jamais s'asseoir dans un bar pour Jean. Jean, c'est la bière pour ceux qui ne savent pas. Donc son époux l'avait dit, si tu t'assois encore dans un bar pour prendre une, tu auras de mêmes nouvelles. Voilà. Elle de son côté dit que quand on s'assoit au bar pour boire, ça passe vite et ça a le goût. À la maison, quand on boit, ça n'a pas le même goût. Ça change de goût. Ça change de goût. Voilà. Hier donc, monsieur en rentrant, il a trouvé assise au bar qui est à l'entrée de leur maison à Ekounou-Maché. Ils m'ont dit que quand tu arrives à Ekounou-Maché, tu demandes monsieur point. Que la référence de sa femme, c'est que la femme qui boit trop au bar, voilà, la femme qui aime Jean au bar, on la connaît trop comme ça. Et lui, en tant qu'un homme qui se respecte, il n'aimerait plus que sa femme Jean dans un bar. Oui. Il faut enlever ce qualificatif. Il dit qu'il va enlever ça dans son cerveau. Que même si tu as ça dans le tibia, il va enlever. Même si on t'a même si on t'a fait ça au village, il va enlever. Je ne t'interdis pas de boire, mais choisis les lieux. À la maison, même tu bois, ça passe. Mais au bar, tu me fais honte. Respecte-toi. D'après ce qu'il m'a expliqué. Oui. Il m'a dit que hier, en rentrant, il a trouvé sa femme assise au bar qui est à l'entrée de la maison. Elle était avec ses copines. Quand il arrive dans la maison, il croyait même qu'elle devait se précipiter à le joindre. Elle est restée derrière, fini sa demi-bière, c'est une. Quand elle arrive dans la maison, monsieur dit que, qu'est-ce que je t'avais dit? Elle dit que non, bé, tu m'avais dit, j'ai compris, mais je te rassure, alors je vais te dire que, étant au bar, ça a le goût. Mais à la maison, ça ne passe pas bien. En plus que moi et mes copains ont fait les commentaires, ça circule. Monsieur a dit qu'une femme qui se respecte n'a pas le droit de s'asseoir dans un bar pour boire. Qu'est-ce qu'il y a que dans tous les bars du quartier, on te connaît? Si on a pam, Koulfoulou, tu es où? Je suis quelque part. Tu es seulement en train de boire dans un bar. Et sauf tu es où? Tu es en train de boire au bar. La femme qui doit être ma part ne doit pas rester au bar. Je ne t'interdis pas l'argent. J'ai aussi écouté la version de madame. Madame dit que tu as tout donné. J'ai donné ton successeur, l'héritier, j'ai donné tout. Fille, garçon, accoucher jusqu'à j'ai failli accoucher mes intestins. Il est temps que je dois prendre ma vie en main. Le problème aussi est boire ma part. Ça veut ça qu'on part. Il dit que c'est le mot là qui veut la tuer. C'est le mot là qui veut le tuer. Autant pour moi. Donc, la dame a dit que les gens meurent. Je bois une. Ça veut ça qu'on part. Il dit qu'il ne savait pas qu'il a fait à une ivronne. Voilà le gros français. Oui, Yvonne veut dire copain. Quelqu'un qui boit beaucoup, qui souille. Ah, ok. Il n'a même pas honte. Ah, ivronne. Maman, ton mari m'a dit qu'il ne veut pas avoir affaire à une ivronne. C'est pas maman qui m'a dit, les gens qui boivent beaucoup, et où? Ok. Alors, il faut préciser que le marché, Ekounou-Maché à Yaoundé, c'est un endroit
assez particulier. J'ai été dans une autre vie un reporter et j'ai eu l'occasion à l'époque de mener une enquête sur les prostituées qui sont donc à Ekounou Marché. Lorsqu'on descend pour aller vers Kondengui là-bas, donc il y a là dès 22h le soir, les prostituées qui sont sur la rue. Donc toute la mouvance du marché, il n'y a plus personne dans la rue en ce moment-là, et vous voyez des femmes qui sont là, qui se livrent donc à cette activité de prostitution. Et je peux vous dire que cet endroit-là est vraiment jonché de nombreux bars où on boit l'alcool à suffisance, à foison, qu'on soit sur cette voie qui va donc à la descente pour aller à Kondengui, ou bien qu'on soit sur la descente qui va à Ekié. Et l'autre axe qui va vers Ekounou Palais de Justice, il y a donc des bars là-bas, de nombreux bars qui accueillent chaque soir des disciples de Bacchus, hein, donc qui viennent là pour se faire plaisir. Alors la question ce matin, c'est bien la dignité de la femme. La femme s'est toujours comportée comme étant une personne dont on voit la liberté, dont il y a une restriction de liberté, et on voit très bien avec les mouvements de femmes qui estiment qu'elles sont libres de disposer de leur corps comme elles veulent, parce que la société ayant établi des règles sur comment doit se présenter une femme, comment une femme doit être, quelles sont les valeurs qui doivent gouverner la femme en société. Et donc, il y a ces restrictions-là qui ont été mises sur pied pour que la femme reste digne, une femme digne. Autrement dit, lorsqu'une femme est donc, comme c'est le cas dans l'histoire de ce matin, il y a donc des conséquences. Et ces conséquences sont justement le regard des autres. On dit souvent que l'enfer, c'est les autres. Le regard des autres qui estiment que cette femme qui va au bar tous les soirs doit être une femme à la moralité douteuse. Donc voilà sur quoi on débouche au final. Et donc pour Obenga, je commence par vous. L'histoire de ce matin parle de cette femme. Comment doit-on saisir cette question? Une femme qui ne respecte pas sa dignité. Je parle dans le cadre global de la femme. Oui. Parce qu'en fait, vous avez dit, lorsqu'on a une femme, disons, qui est habillée en pantalon, comment elle peut se mettre à l'aise quelquefois. Donc voilà un peu. Et bon, il y en a qui disent, je m'en fous, je peux me mettre à l'aise. D'ailleurs, ça a été un long combat pour les femmes, hein, voilà, pour avoir le droit de porter le pantalon. Voilà. Voilà. Elle ne savait pas, elle ne savait pas qu'en fait, on voulait les protéger. Elle voulait dessus. Ça, c'est la dignité globale. Mais il y a surtout ce qu'on appelle épouse et femme. D'accord. Bon, vous qui connaissez le gros français comme des tendances, vous pouvez expliquer. Mais nous, en français élémentaire, en français facile, il y a une différence entre une épouse et une femme. Celle qui nous concerne aujourd'hui n'est pas une femme au foyer. On ne peut pas la considérer comme la femme d'eux. Elle a les penchants d'une épouse. Lorsqu'on dit que telle est l'épouse de, c'est en fait, vous êtes ensemble, mais du moins, il vous arrive d'être ensemble, mais vous ne faites pas, vous n'avez rien en commun ensemble. C'est ça une épouse. C'est pour ça que l'autre motif pour lequel je vais porter plainte contre la police est que quand vous venez, une femme mariée veut établir sa carte d'identité, on met telle épouse, telle. Alors qu'avant, nous on mettait tel né, madame tel né, c'était comme ça que nous on mettait à l'époque. Voilà. Avec le logiciel occidentalisé qui est venu tout dénaturer parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la différence entre une épouse et une femme. En fait, aujourd'hui, j'ai une parenthèse, vous allez vous enfermer, je vais porter plainte parce que là, ce sera... oui. On a transformé nos femmes en épouses. Donc aujourd'hui, ils pensent que c'est la même chose. Non. D'accord. Une femme, c'est celle-là qui connaît son mari au cliquement de soucis, qui respecte son mari. Parce que précisément, comme vous avez dit à l'entame, qu'il a une dignité. Et sait avoir cette dignité. Mais sauf que cette dignité a été perçue par certaines femmes comme étant une restriction à leur liberté de se mouvoir comme elles l'entendent, de se vêtir comme elles l'entendent, d'aller se réjouir comme elles l'entendent. Justement, c'est pour ça donc que celles qui ne sont pas, j'allais dire, n'ont pas un comportement de pala-pala, ont donc un comportement d'épouse
Quelqu'un peut vous dire, peut compter le nom, peut même s'occuper de son petit frère. Il est son propre fils. D'accord. Parce que Dieu dit non, toi tu attends ton père. Il a son petit frère avec qui vit à la maison, s'occupe de son petit frère. Il dit, mais toi tu attends ton frère. Bon, c'est ça, c'est une épouse. Donc, et celle-ci appartient dans la catégorie des épouses, mais plutôt des épouses pala-pala. C'est ça qui fait problème. Donc, ce monsieur, je lui conseillerais simplement de se rendre compte qu'il n'a pas une femme. Il a une épouse, et une épouse qui fait quoi, comme on dit au Cameroun, il ne l'écoutera jamais. À ce moment, il a donc de formules. Soit vous la laissez. C'est-à-dire que, comme nous aimons souvent conseiller aux jeunes couples, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme et son épouse. On ne dévoile pas. C'est elle, précisément parce qu'elle n'est pas digne, elle va se dévoiler, mais dans la honte. D'accord. Et là, si qu'elle la laisse, à ce moment-là, on dira, ouais, voici la femme de tel. Donc, en fait, la dignité qu'elle aurait dû avoir sera transportée sur son époux, son mari. C'est son mari qui sera, on dira, mais ouais, comment Dieu a même fait comme ça? Un homme aussi digne, on lui donne une telle épouse là. Voilà comment, comme vous avez parlé des regards de la société, je lui conseillerais de la laisser. Tranquillement, d'attacher le cœur, comme on dit, de la laisser, parce que ça risque de gringoler au niveau de la famille. Alors, est-ce que ces inquiétudes sont fondées et il estime qu'une femme qui se livre à une telle, on va dire, liberté, de telle liberté, est une femme libertaire? C'est une femme pala-pala, elle ne mérite pas d'être dans un foyer. Mais comme le hasard... Vous êtes sans concession. Oui, le hasard du monde a voulu qu'elle soit mariée. Oui. Bon, vous vous dites, j'ai fait un mauvais choix, j'ai des enfants. Bon, je reste pour que les enfants aient un certain équilibre. Ils vont dire demain, bon, je ne vais pas les amener à... J'allais dire à insulter leur maman, à avoir un comportement désobligeant envers leur maman, mais je me tais. Vous attachez le cœur, vous vous taisez, vous la laissez. D'accord. Alors, Florazé, c'est à vous actuellement. La question que nous avons envie de vous poser ce matin, c'est de savoir, est-ce que vous estimez que cet homme en fait un peu trop dans ses revendications, dans ses plaintes? Non, il faut aussi, vous savez, c'est voir votre femme, souvent sans compagnon ou accompagnée dans un bar ou dans un débit de boisson, en train de consommer l'alcool, ou vous passez par là, vous trouvez devant votre femme avec 1, 2, 3 bouteilles, ça pose quand même la confusion. À un moment donné, on va se poser des questions. Et c'est quoi, les femmes boivent trop désormais? Non, attendez, c'est un sentiment logique et humain. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi. Mais il doit aller plus loin. Est-ce qu'on a affaire à une femme alcoolique? Parce que moi, je ne veux pas ce matin personnifier la chose. Est-ce qu'on a affaire à une femme alcoolique? Donc, elle souffre d'une pathologie? Peut-être. D'une addiction? Peut-être. Je dis justement, la consommation modérée d'alcool est pratiquement vécue à 115% par la population. Ça veut dire vous par semaine, par jour, vous pouvez prendre 1 ou 2 verres de bière. Moi, je ne consomme pas une goutte d'alcool. Ok, vous me donnez une information. Donc, je dis que la consommation modérée, je l'ai bien dit, à 75%, fait partie de notre quotidien. Je dis bien consommation modérée d'alcool. Donc, maintenant, du moment où on commence à avoir, enfin, l'alcool devient chronique, c'est-à-dire qu'on part déjà à une addiction. Vous pouvez passer 1 mois ou 1 semaine ou 1 journée sans prendre 1 ou 2 bières. Il faut déjà commencer à se poser des questions. Donc, vous trouvez une excuse à cette femme qui, oui, peut-être. Et il faut aussi, je vais vous dire justement, elle est malade? Il y a des, oui, et il y a des personnes malades, mais qui ne le savent pas. Je crois que c'est le cas de la dame, précisément. J'ai envie de demander dans l'histoire, la femme a commencé ce comportement ou bien cette dépravation a commencé à quel moment? Parce que je vais vous dire, le plus souvent, les personnes alcooliques commencent comment? Ce sont des personnes qui ont développé un peu de solitude, un mécontentement général, de l'anxiété. Il y a beaucoup de choses qui vous poussent qui vous font plonger. Maintenant, à un moment donné, pour arrêter, ça devient difficile. Il faut passer par des psychologues, par des cures, etc. et tout pour s'en sortir. Certains vous diront même qu'il est difficile, parce que ça devient une maladie incurable, il est difficile de sortir de l'alcoolisme. Mais non, après, on vous dira que justement après des études, certaines personnes ont réussi à se détacher
de l'alcool. Donc, je crois que le monsieur, déjà, oui, il a le droit de taper sur les doigts de cette dame. Mais est-ce qu'elle va s'arrêter de consommer de l'alcool? Non, mais sauf que son problème n'est pas la consommation d'alcool. Son problème, c'est qu'elle consomme de l'alcool dans un lieu public, dans un bar. Justement, lui serait plus conciliant si cette femme consomme l'alcool de chez non, mais là, c'est plus grave. C'est plus grave. Parce que quand justement on est alcoolique, le lieu, peu importe le lieu, il faut pousser. Devant le boutiquier, dans un bar à côté. Que la bière n'est pas sucrée à la maison. Bon. Oui, dans un bar, oui, moi, vraiment, je m'exprime ce matin. Je dis que l'alcoolique, pour lui, peu importe le lieu. C'est-à-dire que quand il veut déjà se satisfaire devant la maison, devant les enfants... Hypothèse à écarter, puisque cette femme est bien consciente que l'alcool a un goût beaucoup plus succulent dans un bar qu'à la maison. Mais ça, c'est le langage des alcooliques. Elle avait conscience. Mais c'est le langage des alcooliques. Vous pensez qu'ils sont conscients? Non. C'est le langage des alcooliques. J'ai dit ce matin que je suis d'accord avec l'incrimination de l'homme. Je suis tout à fait d'accord. Moi, à sa place, si je trouve mon mari là, j'aurais pratiquement les mêmes réactions à la maison. Mais je dis qu'il faut aller plus loin. Pourquoi madame commence à boire maintenant et dans un bar? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Maintenant, qu'il essaie de creuser un tout petit peu. Est-ce que madame est... Peut-être. Est-ce que madame est heureuse? Est-ce qu'elle a des choses... Qu'elle a des choses à se reprocher? Parce que souvent, on peut être coupable de certaines situations dans le couple, et puis parce qu'on n'a pas la possibilité d'en parler, on est obligé de s'adonner à autre chose. Certains préfèrent le sexe, certains préfèrent être infidèles, certains préfèrent se plonger dans la cigarette, la drogue et l'alcool. Je dis qu'il doit parler et dialoguer avec sa femme. Et c'est pareil pour nous, les femmes, avec nos hommes. Dès que vous allez trouver un homme qui, au départ, ne consommait pas d'alcool, et puis soudainement, il avait avec de la mauvaise compagnie, et il commence à s'évertuer à cette activité ou à cette pratique. Et vous, femmes, vous culpabiliserez, justement? Bien sûr! Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, je n'ai pas respecté ma part de contrat. Pourquoi mon mari est alcoolique aujourd'hui? Pourquoi ma femme est alcoolique aujourd'hui? C'est ça, il faut poser. Bon, dire que madame est dans un bar et tout. Le contrat, c'est lequel? L'homme, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour que cette femme ne plonge pas? Puisque vous trouvez que oui, justement, je vous ai cité. Eric, il faut poser. Je ne suis pas dans la vie de ce couple. Je ne sais pas ce qu'ils vivent comme conflit. Je vous dis qu'il y a des personnes qui ne réussissent pas à supporter, à dépasser un certain niveau de conflit. Et préfèrent se réfugier. Parle plus, on préfère être solitaire, on préfère garder son mécontentement pour soi. Peut-être qu'elle est face à peut-être à un homme autoritaire, il n'y a pas moyen de placer une parole devant lui et elle est obligée. Et maintenant, venons même sur le plan mystique aussi, j'ai appris qu'on garde des femmes, des couples ici, avec madame, etc. Pour détruire votre foyer. Oui, on passe par votre femme et elle devient du jour au lendemain alcoolique. Dit par vous, ça a une odeur. Oui, j'avais... Un goût et saveur particulier. Oui, parce que j'ai vécu, pour terminer. Florazé, parler de mysticisme. Oui, parce que j'ai vécu une situation pareille. Je me demandais, mais pourquoi une belle femme qui a un cursus scolaire, je veux dire, qui a une bonne éducation et tout, dans un couple, pourquoi est-elle alcoolique? Cette dame, quand elle était devant un verre de bière, il faut pousser, mais attendez, vous pouvez la retrouver dans le carnivore après. Mais après, quand on a essayé de... etc., paraît-il que mystiquement, elle avait été gâtée. Oui, je vais dire n'importe quoi, gâtée, pour que tout le monde se retrouve. On a lancé la maladie de la boisson, que tu vas passer ta vie à Jean. Florazé qui parle de mysticisme, il faut vivre pour tout entendre. Alors... Non, j'avais entendu. Et moi, on ne dira pas le contraire. Vous savez, moi, je vous égratine parce que vous êtes la jeune Camerounaise qui a osé dire que les morts ne sont pas morts. Mais bien sûr, non, je suis d'accord avec. Bon, mais je suis d'accord avec. Non, mais sauf que vous savez, nos paroles nous rattrapent chaque fois. Non, ça a un lien. À quoi ça a un rapport avec avec ma croyance? Comme quoi les morts sont morts. Je dis que ça existe. Ça existe, on peut gâter, on peut, ça existe. Ok. Alors, Chalamet, c'est à vous. Florazé, vous l'avez attentivement écouté. Bon, Bengan également a parlé. Alors, sur quelle voie vous nous amenez ce matin? Monsieur Rifopoussi, cette femme n'est pas malade. Comment voulez nous le démontrer, Florazé? Elle part du scientifique pour arriver à la sorcellerie, vraiment. Bon. Je me suis perdu parce que je m'attendais à ce qu'elle quitte du scientifique ou de l'église pour arriver à la science, mais elle va de la science pour arriver à la sorcellerie. Oui, finalement, moi, je suis perdu. Mais aussi, la femme ne trouve l'appétit qu'auprès de son mari. Première règle du mariage. Première règle
règle du mariage. La femme ne trouve l'appétit qu'auprès de son mari. Tant que le mari ne mange pas, la femme ne peut pas avoir de l'appétit. Donc, monsieur Eric Fopoussi, est-ce que Flora Zémus? Oh, mais non, mais nous non. La femme ne trouve l'appétit qu'auprès de son mari. Oh là là. La femme ne boit qu'après que son mari ait bu. La preuve, monsieur Eric Fopoussi, lorsque le papa à la maison avait des étrangers ou des amis, ou lorsqu'une subite envie de consommer élevé, il disait demandez le goût de votre mère. La gentillesse, c'est pas possible. Non, permettez-moi, c'est pas la gentillesse. Ça, c'est le règle du mariage. La femme ne trouve l'appétit qu'auprès de son mari. Donc, l'homme, lorsqu'il décide de boire à la maison, il dit aux enfants, allez chercher, demandez à votre mère ce qu'elle boit. Lorsque l'homme veut flatter pour obtenir les faveurs de sa femme, il dit aujourd'hui votre mère a préparé un repas. Mon Dieu, demandez à votre mère ce qu'elle boit. L'homme peut arriver et rentrer. Il s'arrête au bar. Avec des amis, il consomme. Il appelle le barman en lui disant, si tu vois un enfant qui passe, envoie lui donner une bouteille à la maison. Et dites à la madame que je suis assis au bar. Monsieur, il faut pousser ça, c'est les règles. Vos histoires d'aller s'asseoir. Monsieur, il faut pousser, je continue. Avant que Flora ne saute sur moi. Il y a 3 règles. La femme a des devoirs, des obligations et des interdits. En termes de devoirs, la femme doit s'occuper de la maison, oxygéner la maison, assurer la pérennité de la famille, assurer la nutrition de la famille et soigner l'ensemble de sa maisonnée. Voilà les devoirs. Obligation, satisfaire autant que faire se peut à ses obligations conjugales à temps et à contre-temps. Raison pour laquelle le slip est venu gâter le mariage. Chalamel nous éloigne du... Non, je ne vous éloigne. Satisfaire ses obligations. Protéger et conserver l'honneur de son mari. Protéger et conserver l'honneur de son mari. Dans l'honneur de son mari, il y a respectabilité. Il y a assurer, c'est-à-dire suivre les consignes et instructions données par son mari. C'est à ça protéger et conserver l'honneur de son mari. Défendre contre vents et marées les biens de la famille. Car la femme est une gardienne. Même dans la loi des occidentalisés, la femme est une gardienne. Les derniers, les interdits. La femme doit éviter d'être vulgaire. Monsieur, il faut pousser, c'est le dernier point. Et cette femme tombe sous le coup de la vulgarité. Dans vulgarité, monsieur, il faut pousser. Parce qu'elle est alcoolique. Et a fréquenté des femmes congolaises. Aller perdre le temps dans des salons de coiffure de manière inutile. Il y a les mauvaises, monsieur, il faut pousser, j'ai parlé de mauvaises fréquentations. Il y a le fait de traîner avec des individus douteux. Et il y a le fait, monsieur, il faut pousser, d'exercer une attitude ou une activité vraiment lamentable pour son foyer. Et enfin, se laisser aller. Voilà les interdits. Donc cette femme, elle va avec des individus inconnus. Parce qu'assise dans un bar, elle est vulgaire, elle se fait accrocher, aborder par n'importe qui. N'importe qui peut la prendre pour une femme facile parce qu'elle va s'asseoir. Même si c'est elle qui s'offre cette bière, il ne manquera pas un individu qui va lui offrir le lui. On va lui tenir des propos discourtois. Elle va se retrouver à se faire palper. C'est vrai qu'il y a des femmes qui réussissent quand même à se tenir, mais la majeure partie se font caresser, se font caresser. Donc, monsieur Eric Fopoussi, cette femme n'a qu'une seule sanction sur sa tête. Le divorce. Oh là là, c'est trop facile. Okay. C'est les malades. Parce qu'on veut qu'elle n'est pas malade. C'est les alcooliques. Vous l'avez déjà dit, Flora. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on fait qu'il nous dit? Non, vous l'avez déjà dit. Que Chalamel accepte au moins. Vous l'avez. Si on a affaire à une alcoolique, qu'est-ce qu'on fait? En fait, monsieur, je rejoins mon mari. Non, si on a affaire. Pas une épouse. Donc, je termine. D'accord. Alors, Tendance va également parler parce qu'elle n'a pas parlé, elle aussi, sur ce sujet. On n'a jamais défendu aux femmes de ne pas aller au bar. Pourquoi un homme va se lever un matin et dire que sa femme est allée au bar? Vous voulez quoi? Vous voulez tuer vos femmes? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était avec un homme? Elle n'était pas avec un homme. Tu l'as trouvée avec ses copines. Maintenant, tu fais de ça un problème d'état. Tout le monde est au courant que ta femme boit. C'est même plutôt toi qui l'affiche. Tendance, la femme est censée suivre les pas de son mari.
Votre mari ne vous a jamais amené Est-ce au que bar, le bar n'allez est hors pas du au bar. quartier? Chalamel, Est-ce que le bar c'est hors du quartier? C'est Oui. tout dans le quartier. Tu m'as vu boire avec un homme, j'étais avec mes copines. En buvant au bar, il y a la bonne musique qui passe. Les anciens succès, tu as le goût. Tu peux me boire tes 2, tes 3, après tu rentres dormir. Ça c'est beau au Cameroun pour noyer les soucis. D'abord, je ne vais pas d'abord sans jonc. Qui boit là une, ça me saoule. Donc, il y a des moments où quand je vais jonc bien, je ne vais pas m'assober, coupe une. Après, il rentre. Hein, Flora? Je peux m'aller à la station, ça dépend de moi. Ça dépend de mes humeurs, ce jour-là. On peut aller à la station. Dans les stations, on a payé les stations servies hier. Yeah, ouais. D'abord, on vend tout. On vend la bière, on vend la cigarette, on vend les jus. Ça peut me prendre d'aller rester dans une station-service. Je coupe une, vite, vite. Après, je disparais. Ça peut me prendre d'arriver au quartier. Je peux au bar, je coupe une et je rentre à la maison. Ce n'est même pas un débat. Vraiment, ne mettez plus vos épouses mal à l'aise. Une femme partie s'asseoir, boire dans un bar ne pose aucun problème. Selon moi, ça veut ça qu'on passe. En dehors de ça, il y a encore quoi sur terre? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle buvait seulement tout un bar? Elle boit un peu. Et l'organisme a besoin d'un peu d'alcool. Oui, on doit jouer un peu. Même pas beaucoup, mais un peu. D'accord. Alors, c'est bien parce que ce sujet tombe comme depuis hier et on va dire qu'il y a quand même des coïncidences tout à fait curieuses. Nous sommes à la veille du 8 mars, dans quelques semaines. Vous savez, c'est la fête donc, où on parle souvent de soulever les cabas et pas de réflexion autour des droits des femmes et tout ce qui peut concerner le volet réflexion. On est plus dans cette débandante, dans voilà, ces femmes qui boivent à foison sans se contrôler et qu'on retrouve le matin, le plus souvent le 9 mars, dans les rigoles. Donc c'est quand même, c'est quand même une coïncidence. On a l'impression que toutes les femmes sont dans ce logiciel. Je crois qu'il faut tout simplement sensibiliser les femmes, surtout celles qui s'adonnent à ce type de pratiques. Oui. Il ne faut pas généraliser les choses. Que, et plus vous insistez sur le mal. C'est ça en fait. Quand on parle de 8 mars, tout de suite, on dit soulever les cabas. Sauf que vous, Florazé, vous participez justement à cette irresponsabilisation de ce phénomène. Parce que vous dites que ces femmes qui boivent sont malades. Non, je n'ai pas. On va recruter des psychologues, des psychanalystes. Non, j'ai bien dit, parce que justement, je n'ai pas envie d'incriminer ces femmes totalement. Elle peut être malade qui s'ignore. Et je sais de quoi je parle. Elle peut être malade qui s'ignore. Et tous les alcooliques, on en a qui nous entourent. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils sont malades? C'est ça le problème, Eric Fopoussi. Il ne faut pas les banaliser, il ne faut pas les répudier comme ça. Je ne suis pas d'accord qu'on laisse entendre aux femmes qui nous regardent qu'elles ont le droit de boire au bar. Je dis non. Mais qui l'a dit sur... Je dis non. Donc c'est le droit de pas m'asseoir boire. Je dis non. Je dois passer la place de la femme, c'est à la maison. S'il advient qu'elle souhaiterait aller se détendre, elle est dans l'obligation, pour protéger et conserver l'honneur de son mari, d'en informer ce dernier et d'avoir son avis, son autorisation. Si c'est l'homme qui autorise que, ok, va te mettre à l'aise, monsieur le Fopoussi, il emporte les conséquences. Mais s'il découvre, et c'est le cas de l'histoire d'aujourd'hui, qu'il découvre que sa femme passe le temps d'aller de bar en bar, c'est normal, elle le protège et ne conserve son honneur, monsieur le Fopoussi. Toute famille a un honneur à défendre. À l'homme de dialoguer avec sa femme pour comprendre réellement pourquoi ils en sont là. Il dialogue, alors vous avez merci à vous. Donc on ne peut pas dialoguer avec les personnes malades. Monsieur Edgar, merci infiniment à vous. On vous a suffisamment écouté. Alors on va tout de suite lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin qui eux aussi ont des avis à émettre. Du moment où l'homme parle et que la femme cherche à avoir à raisonner, on a perdu le repère moral. C'est Moussa depuis Marois qui réagit ce matin. Autre réaction, quand une femme se marie, elle est comme une entreprise, c'est-à-dire elle représente son mari dans tout son comportement. Donc autre chose aussi qui tend vers le déshonneur de la famille, c'est inacceptable. Autre réaction, c'est une femme à repudier de la maison, pas de dialogue. C'est Sali Amarois. Excusez-moi, monsieur. Autre réaction. Une fille qui consomme dans les bars n'est pas une femme sérieuse. C'est Frédéric de Soie qui réagit. Autre réaction. On ne trouve pas de solution dans une bouteille de bière. Et la bière n'est pas une affaire de femmes. C'est Hélène Aïdéa qui réagit. Autre réaction ce matin. La femme dit bien qu'elle a fini de faire des enfants et voudrait revivre à nouveau
Posez bien ce problème et nous allons raisonner autrement. Autre réaction, c'est une femme malade. Qu'elle aille se faire soigner, c'est aimer à l'entrée de ces villages qui réagissent. Ok, merci pour ces nombreux messages, madame, messieurs. Nous sommes toujours au cœur du 10-12, le zénith de ce vendredi 25 janvier 2019. Prendre tout de suite la route pour la colère de Charles Hamel est un impératif. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la fameuse question de l'industrialisation du Cameroun. Aurons-nous un jour la chance de parler d'industrialisation dans ce pays? De 2004 à 2011, de 2011 à 2018, on ne cesse de nous parler d'industrialisation. La preuve, allez consulter ce livre, L'industrialisation du Cameroun, 50 ans d'une méthode d'essai et d'erreur pour comprendre. Le 31 décembre 2015, pour ne citer que ce cas-là, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, déclarait qu'en 2016, le pari majeur pour notre pays restera la création des conditions d'une véritable industrialisation. L'émergence ne se conçoit pas sans une industrie viable, tranchait-il. Récemment encore, dans son message à la nation du 31 décembre 2016, le chef de l'État de Rechef mentionnait la problématique de l'industrialisation comme une option stratégique et vitale, indiquant que le développement de notre capacité énergétique et l'extension de notre réseau routier ont pour finalité principale la création des conditions optimales pour l'industrialisation de notre pays. 31 décembre 2018, le chef de l'État est revenu encore avec ce mot, industrialisation. Quand est-ce que ce pays connaîtra l'essor industriel comme les autres pays de l'Afrique? Chaque année, les discours portent sur une industrialisation virtuelle. À quand le concret? Qu'est-ce qui constitue le frein de cet essor? Le Cameroun est certes un espace économique politiquement stable, avec un sol et un sous-sol très riches, situé en zone équatoriale, sur une forêt dense dans sa partie sud et une crête qui s'enfonce dans une zone sahélienne, mais souffre à ce jour d'un problème criard d'industrialisation. On a tout, mais on n'est point encore industrialisé. Comment comprendre la dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur pour ce qui concerne la transformation d'une grande partie de ses produits de base 50 ans après les indépendances? On fait de la tomate naturelle, les Chinois se sont versés, le nez s'est jeté, le noun a suivi. A-t-on seulement une usine de fabrication de ketchup? Nous avons la grande cotonnière. Oui, on fait dans du coton. A-t-on seulement une industrie de transformation du textile? Comment comprendre que même la période où la priorité accordée à l'agriculture a montré ses limites avec tous ces milliards de nos francs injectés dans ce secteur? 400 projets, programmes, commissions mis en place et sous-projets même ajoutés à cela, échec total. Comment comprendre que l'industrie camerounaise à ce jour est toujours dominée par des activités extractives, avec 8% du PIB pour la composante manufacturière, 20,5% pour l'agriculture, l'élevage et la pêche et 29,5% si on associe l'extraction minière? Comment parler d'industrialisation lorsque bon nombre d'industries alimentaires camerounaises s'approvisionnent à l'extérieur en intrants, tandis que la transformation des produits agricoles est très souvent limitée au stade de produits semi-finis? Comment comprendre que l'État du Cameroun n'ait pas pris conseil auprès de ce grand cacaoculteur qui semblait avoir pris et compris les contours de la chose? Comment comprendre
qu'après la mise sur pied des industries extractives, métallurgiques, chimiques, agroalimentaires, textiles, cuivre et d'ameublement, le Cameroun n'est toujours pas décollé. Comment comprendre qu'on parle d'industrialisation alors que le Cameroun souffre d'une corruption au long bras, un manque de financement, une frilosité des banques, une fiscalité décourageante, l'obtention difficile du permis de bâtir auprès des communautés urbaines, l'absence de chambres spécialisées auprès des juridictions, d'instances pour les litiges commerciaux, créant de fait une insécurité judiciaire. Comment comprendre l'étroitesse du marché intérieur favorisé par la baisse du pouvoir d'achat des Camerounais et au coût élevé des produits manufacturés? Comment comprendre l'insuffisance des capitaux et l'absence quasi totale du main-d'œuvre qualifiée au Cameroun? Je termine par là, M. Eric Fopoussi. Depuis des années, le Cameroun fait des déplacements. Le chef de l'État multiplie des rendez-vous. Turquie, Italie, États-Unis. On parle des investissements. Chine. On parle des investisseurs. Hélas, 10 ans après, où sont les investisseurs? Merci beaucoup, Chalamel Mbachou, pour cette chronique sur l'industrialisation du Cameroun, qui est une question prégnante, puisque même au cœur de l'Europe, la question se pose, puisque là-bas, on parle plutôt de désindustrialisation avec, comme vous le savez, les différentes délocalisations qui font à ce que de nombreuses entreprises là-bas, industries là-bas, vont chercher la main-d'œuvre qui est beaucoup plus bon marché en Inde ou encore en Chine. Donc, c'est une question qui est au cœur même de la valeur travail, au cœur de l'économie, parce que ça permet évidemment de créer des richesses. La création de richesses étant ici, de pouvoir savoir dans quel domaine on veut créer de l'industrie. Au Cameroun, on a clairement des matières premières à foison. On peut les citer, les étaler sur ce plateau toute la journée, qu'on n'aurait pas manqué, qu'on n'aurait pas fini. Donc, est-ce que nous avons une volonté réelle de transformer ces matières premières sur place? On parle ici des minéraux, on parle ici du secteur agricole et de l'agro-industrie qui est, comme vous le savez, aussi un pan important dans le monde. Il faut voir que celles des personnes qui ont des richesses fortes sont ces industriels qui sont dans l'agroalimentaire. On pourrait aussi, pourquoi pas, évoquer les technologies. C'est aussi important, pourquoi, pour le Cameroun, pourquoi pas, de se lancer dans les industries qui sont liées aux technologies. Nous en avons les moyens, nous avons les matières premières pour cela. Mais il faut se dire, et ce matin d'ailleurs vous évoquez les récents discours du président Paul Biya qui a évoqué et qui a mis en place donc ce plan directeur pour industrialiser le Cameroun. On voit très bien que ce plan-là a de la peine justement à se mettre en branle parce qu'il y a encore, et comme vous le savez toujours dans ce pays, des freins. Oro Bengan, cette question du Cameroun, c'est à dessein que nous sommes comptés parmi les pays sous-industrialisés. Donc ça tient à quoi? Ça tient au refus de l'actuel chef de l'État de continuer la politique d'industrialisation du pays. Lui-même, il le sait que l'annonce qu'il a faite pour sa volonté d'industrialiser le Cameroun n'est pas une volonté politique. Il le sait, c'est un problème, un effet d'annonce. Comment pouvez-vous industrialiser votre pays lorsque vous ne maîtrisez pas votre secteur énergétique? L'eau et l'électricité sont confiées à des privés, qui plus est des privés étrangers. Vous allez le faire comment? Je parle de... Parce qu'il faut tourner les machines. Absolument. Vous savez bien que le centre universitaire de Ngaoundéré a été formé pour, j'allais dire, la transformation des produits agroalimentaires et même, comment je vais dire, la création des industries dans ce sens. Le centre universitaire de Tchang, qui avait pour vocation de former les ingénieurs agronomes, le lycée agricole de Yabassi, il y avait un projet agricole à Yabassi dans le Cam et qui englobait tout le Cameroun d'ailleurs. Il y a un centre de formation à Dibombari, des métiers agricoles. Il y en a également en Balmayo. Ce qui amène donc au 5e plan quinquennal dont le chef de l'État actuel devait terminer la mise en œuvre, qui allait de 81 à 86. Il y avait 7 points, vous me permettez de les citer. Parce que lorsque Aïdjo lui transmet la feuille de route, son ancien secrétaire général, la présidente, devenu premier ministre et tout, avait tout le loisir et la possibilité de le faire, il l'a refusé. Le premier point,
était l'intensification de la politique de transformation des matières premières. Deuxième point, la création des complexes agro-industriels de grande superficie. Troisième point, la promotion d'une industrie lourde qui sera facilitée par la réalisation des barrages de Songloulou et de lac d'eau. C'est pour cela que je vous dis, vous ne pouvez pas envisager l'industrialisation et vous confier l'électricité à quelqu'un d'autre, puisqu'en fait, Songloulou et lac d'eau nous servent à quoi? Quatrième point, la création d'industries manufacturières compétitives contribuant à l'approvisionnement du marché local et à l'exportation. Cinquième point, la poursuite de la politique de création d'entreprises à dirigeants capitaux camerounais. Sixième point, la politique de décentralisation industrielle. Et septième point, la révision de cause des investissements. C'est-à-dire quoi en fait? Vous savez, à l'époque, il n'y avait que le JICAM. Le JICAM, c'était les représentants des succursales des entreprises étrangères. Il fallait aller progressivement vers la création des entrepreneurs camerounais. La camerounisation voilà, du monde des affaires et du monde industriel. Oui. D'où donc la création de plusieurs zones Maxi. Aujourd'hui, je vais dire à partir de 83-84, toutes les zones Maxi ont été occupées par des populations. Aujourd'hui, il y a un litige terrible. À un moment, on dit on a rétrocédé aux populations locales certaines industries. On a trouvé que les populations sont occupées et tout. Donc, vous voyez que ça n'a pas été pour le chef de l'État actuel une volonté politique de continuer. Donc, ce qu'il fait là, c'est un problème de discours. Célestin Monga, l'économiste, il parlait souvent des slogans creux. Donc, en fait, c'est un slogan creux. Lui-même, il sait que on ne peut pas engager le Cameroun dans cette politique. En réalité, pour expliquer aux Camerounais l'impossibilité dans laquelle nous sommes actuellement de nous industrialiser, c'est de dire que si nous avons au Cameroun deux industries, usines comme à l'UQAM, nous ne pourrons plus avoir des restés chez nous à la maison. Parce que l'UQAM prend 70%, voilà, parce que 70% parce que ces deux-là auraient avalé toutes nos ressources énergétiques. Justement, c'est pour cette raison donc Aïdjo et le groupe Péchiné à l'époque qui a finalement laissé à l'UQAM avait donc engagé des négociations parce que le barrage d'Edea, en fait, c'était sous l'impulsion des Français de Péchiné. Il fallait donc à l'UQAM s'engager donc à prendre, à compenser cette énergie qui allait être rétrocédée à l'État du Cameroun et aux populations par la construction de Natigal. Mais malheureusement, Natigal, je ne sais pas si on en parle encore. Donc, le projet et même dernièrement, lorsque Rio Tinto Alcan est venu, il a dit, est-ce qu'on ne peut pas relancer parce qu'il avait envisagé également construire une usine d'aluminium à Kribi. Mais là aussi, les gars, ils ont attendu, ils sont repartis. Et malheureusement, on en est là. Donc, en fait, vous dites que il y a une volonté politique de ne pas industrialiser. Je termine par là. La preuve a été faite dernièrement, c'était en mai 2015, 2016, lorsque le chef de l'État a réuni à Yaoundé ce qu'il a appelé Forum Investir au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu un seul investisseur? Donc, investir au Cameroun. Terre d'attractivité. Voilà, terre d'attractivité. C'est où? Nous avons attiré qui? Et c'est à ce moment, puisque les opérateurs économiques le savaient, il y en a donc un qui lui a dit, en face, devant tout le monde, d'abord Dangote et Tony et Lumelu, ils lui ont dit, mais Excellence, nous voulons bien investir au Cameroun, mais nous voulons le faire avec nos frères camerounais. Tout à fait. Et un Camerounais vient, je pense que c'était Paul Fokam Kamoni, il lui dit, Excellence, laissons tout ce que vous avez dit, des bonnes intentions, signons les accords de partenariat économique avec le Nigeria. Le Nigeria est le premier partenaire économique du Cameroun depuis 2015 en matière manufacturée, en produits manufacturés. On ne peut pas. Donc, quelle industrie on peut faire aujourd'hui? Alors que l'université de Ngaoundéré a-t-elle encore cette vocation? Les SEC de Douala qui forment des managers, on n'a pas pu trouver des passerelles pour que les produits ESSEC soient intégrés dans, j'allais dire, comme fonctionnaires dans des appareils de l'État ou para-étatiques. Voilà, tout le monde est là dans l'abandon et on vous dit qu'on va industrialiser le pays. Alors, là où on coupe le courant, même dans les régiments militaires. Tout à fait. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas industrialiser sans maîtriser l'énergie. Alors Chalamel, on décrit ce matin
une industrie camerounaise quasi nulle et bon, Bengal a commencé par ébaucher quelques pistes. Monsieur Eric Fopoussi, en 2013, si mes souvenirs sont exacts, une loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun avait été votée par l'Assemblée nationale. Mais monsieur Eric Fopoussi, 6 ans après, quel est le bilan qu'on peut en faire? Le bilan qu'on peut en faire? Force est de constater que les avantages que les nuits sont accordés à des opérateurs économiques dont les projets ne sont toujours pas implémentés, monsieur Eric Fopoussi. On se rend compte qu'on patauge. Nous avons un système judiciaire dépendant de l'exécutif, rappelez-vous, de cet avocat qui a failli s'immoler. Absolument. Qui a failli s'immoler, monsieur Eric Fopoussi. Nous étions la présence de plusieurs caméras et de personnes pour le ramener à l'ordre. Il allait s'immoler. Nous avons une administration extrêmement corrompue, qu'on le dise ou non. Je crois que c'est à ce niveau, et l'une des actions que le chef de l'État devait marquer, c'est celle de punir justement les auteurs de la casse du siècle. Au moment où on s'attend, où on les punit, dit non, ce n'est qu'une histoire de glissement de date. Les choses vont aller dans le bon sens. Nous avons un environnement des affaires non attractif. Monsieur Eric Fopoussi, le premier bassin de cacao, le sud-ouest, c'est dans quel état en ce moment? Le nord-ouest est dans quel état? Si quelqu'un veut venir profiter peut-être du froid, la fraîcheur qu'offre le mont Oku pour pouvoir faire des yaourts, monter une usine, peut-être pour faire une confection de yaourts, encore que le Kosam qu'on attendait, nous disions bon, n'est jamais arrivé, les yaourts puissants % Camerounais n'a jamais vu le jour. Donc, monsieur Eric Fopoussi, vous avez l'extrême nord, vous avez Boko Haram, vous avez la zone de l'Est. Le Cameroun n'est pas attractif en ce moment. Vous avez, ne serait-ce que sur dans nos axes routiers, les policiers, qui lorsqu'ils voient la voiture d'un blanc, ils interpellent. Tant qu'on ne l'a pas laminé ni raclé, il ne bouge pas le véhicule. Donc, monsieur Eric Fopoussi, voilà une histoire où vous vous rendez compte que le tourisme même, quand on dit l'attractivité, le tourisme même est mort, monsieur Eric Fopoussi. On va dire quoi? On va parler de la législation. Une législation véritablement compliquée. Une offre énergétique. Monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun, dans toute la sous-région, est le premier dans le domaine de l'élevage du porc. Seulement à partir du porc, on a 8 dérivés. On peut faire le pâté. On peut faire la brousse. Monsieur Eric Fopoussi, on importe la brousse. Alors qu'on a des éleveurs de porc. On peut avoir une usine de transformation. Monsieur Eric Fopoussi, on importe tout, jusqu'au produit. Mais posez-vous toutes les questions. Pendant 50 ans, on a basé notre économie sur les produits d'exportation, le bois. Si on avait lancé à l'est une usine de transformation ou dans le centre, dans la zone de Ngoro ou Talba, ou on est dans le sud, dans la zone de Biwambane, on lançait une usine de transformation, on aurait des mini-cités. Monsieur Eric Fopoussi, on a eu la mine Promaro avec la brique de terre. Aujourd'hui, j'ai honte quand je vois des Camerounais construits avec le parpaing. Le parpaing, c'est pour des zones tempérées. Si tu permets, Charles Lamel, laissez les Camerounais, prenons le cas que l'État aurait dû faire. Les premiers bâtiments de la Sopecam étaient en planche et en briques. Je pense que l'ancien ministère des Mines était en planche. Justement, c'était une politique d'expérimentation de la construction avec les matériaux locaux. Comment se fait-il donc que la Sopecam vient aujourd'hui ériger certains bâtiments en fer alors que la Mipromalo existe? Et l'actuel recteur de l'université de Ngaoundéré, qui était directrice de Mipromalo, pleurait tout le temps en leur disant mais je fabrique des choses, donnez-moi des marchés, et l'État a fermé les yeux. Monsieur Eric Fopoussi, quand vous faites un tour, peut-être que je chute par là, vous faites un tour à Boya, vous allez vous rendre compte, il y a quelque chose d'assez frappant. Vous allez voir des maisons faites avec la tôle. Vous allez voir des maisons faites avec de la tôle. Faites un tour à Boya, vous allez voir des maisons faites avec de la tôle. Bien faites, hein, bien aménagées. Posez-vous la question si c'est des maisons allemandes. Rentrez dans cette maison, monsieur Eric Fopoussi, il y a une fraîcheur à nul autre pareil. Alors posons-nous des questions. Où est-ce que nous, les Camerounais, nous sommes en train d'aller? On nous parle, je crois que le chef de l'État, peut-être le 31 décembre 2019, encore il nous tiendra notre langage, ou l'expression industrialisation, agriculture de seconde génération. Mais arrêtons quand même de pousser les Camerounais vers le... Juste pour rappeler que le Cameroun, dans le classement Doing Business, la Banque mondiale truste toujours aux dernières positions pour tout ce que vous avez relevé ce matin, puisque sur les 10 points sur lesquels nous sommes notés, nous sommes clairement en retrait, loin derrière des pays comme le Rwanda ou l'île Maurice. Donc vous voyez que le Cameroun, en la matière, a beaucoup de choses à se reprocher. Voilà, absolument. Alors il faut également dire qu'actuellement, il y a mis en place un plan directeur
qui est mis en place. On espère que ce plan directeur-là, comme vous l'avez dit, va s'inscrire dans ce qu'on a décrié sur ce plateau. Madame, messieurs, c'est la fin de cette première partie. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de votre émission. Madame, messieurs, merci infiniment à vous d'être là et partager ces moments républicains sur Equinox Télévision. Nous démarrons cette deuxième partie comme à l'accoutumée en ce vendredi 25 janvier 2019. On va prendre quelques messages envoyés par vos soins et ensuite nous ferons la grande revue des réseaux sociaux, des sujets importants pour cette République, pour ce pays, pour ce Cameroun. Florazé. Alors, je pense qu'il faut d'abord changer les mentalités, nous dit notre cher ami Vance, pour un développement durable. Il faut changer les mentalités et ainsi on pourra envisager le progrès. De quelle mentalité on parle? De corruption et autres. Il faut couper la tête de tous les corrompus. On les connaît à toutes les échelles. Je pense que la CONAC a eu à sortir la liste de tous les différents ministères les plus corrompus, les services les plus corrompus. On connaît, mais pourquoi est-ce qu'on ne fera pas? Et non seulement ça, le code pénal a inscrit la corruption comme étant une infraction. Respectons la loi, tout simplement. Voilà. À Yaoundé, Givisa a réagi. Je pense que le problème de la non-industrialisation du Cameroun ne peut se résumer qu'à la non-implication du chef de l'État. Donc les opérateurs économiques, pour moi, doivent aussi prendre les choses en main, nous dit-il. Alors là, cher ami, ça ne se fait pas comme ça. C'est bien le président français qui met dans son avion et les Bouygues et les Bolloré et tout ce que vous voulez et il les amène en prospection. D'abord sur le plan local, il leur donne des facilités à le faire. Ici chez nous, vous ne pouvez pas avoir un hectare de terrain qui vous appartient. Il y a un litige foncier que l'État ne veut pas résoudre. Même ses propres terrains, les terrains de la Magzi, ont été occupés par les populations. L'État est incapable d'aménager des espaces pour l'industrie. Ce n'est pas les opérateurs économiques. Ce qu'on dit est très intéressant pour ceux qui nous regardent. Vous imaginez un pays dans lequel vous êtes industriel, vous voulez venir investir, vous voulez construire votre usine dans un pays comme le Cameroun, mais vous n'êtes pas sûr que le terrain que vous avez acquis, dans 3 ou 4 ans, un bonhomme ne viendra pas vous dire que, attention, ce terrain m'appartient, j'ai un titre foncier là-dessus. C'est ça le Cameroun. Il faut bien comprendre que nous sommes, si on peut faire toutes les théories que l'on veut, si on ne règle pas, si l'État ne règle pas cette question foncière, et si on n'arrête pas la corruption, ces fonctionnaires un peu aigris, qui pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi et venir décourager ceux qui veulent construire le pays. C'est là-dedans que l'on se trouve actuellement et on doit en sortir. Sinon, on va droit dans le mur de la pauvreté, le mur du sous-développement, le mur d'un pays qui restera en arrière. La preuve, c'est tout. Ça fait combien d'années qu'on a la conquête des investisseurs turcs? Ils sont les investisseurs allemands. Ils font des forums au Cameroun chaque année, rien. Parce que le pays n'est pas sûr. Alors, on a également Bill qui réagit. Il dit avec tous les milliardaires que compte le Cameroun, pourquoi on ne réussit pas à vivre cette industrialisation? L'État du Cameroun ne veut pas les associer dans les politiques économiques, c'est tout. Voilà. Oui, donc on dit Charlemagne. Nous serons industrialisés le 31 décembre 2034. Et bon, enfin, le 1er janvier 2035, c'est l'ironie, ça. Oui, émergent. Et c'est fort utile de le rappeler, quand même. C'est fort utile de le rappeler. Est-ce qu'on peut être émergent avec ça, monsieur? Non, oui, il est dans l'ironie. Oui, ce qu'il veut nous dire, c'est que à la lutte où on va, on passera le temps à ne rien faire. C'est comme l'élève qui fait ses devoirs et qui, la veille de l'examen, essaye de voir s'il peut lire 2-3 lignes pour aller composer, nourrir la poule le jour du marché. C'est dans ça que nous allons, Charlemagne. Voilà. Il nous dit justement les seules choses qui jusqu'ici nous aident à industrialiser le Cameroun, tout simplement les détournements de fonds publics, les cooptations, incompétences et autres. Il faut faire un tour au niveau du port pour voir les qualités de voitures qui entrent. Vous voyez la direction que ça prend. Il y a Yaoundé, ça prend... Alors, sauf que on peut être moins
moins dans la compétence. Le Cameroun n'a pas un problème de compétence. Ça, il faut le dire. On a des gens très compétents, mais sauf que ces gens-là, ils ont décidé de faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est une volonté de nous assassiner. Absolument. La Bible demande à la femme d'être soumise à son... Par rapport à l'histoire du jour, parce qu'elle est soumise à son mari, car il est son chef. Ils ne sont pas des amis. Et elle doit écouter son mari. Voilà. Flore qui réagit à Ngaoudéré. Autre réaction ce matin, il y a tellement de dégâts. Voilà. Et tout ceci donc, ne permet pas d'avoir une industrialisation au Cameroun. C'est Yvan Sidré qui réagit à Bafoussam. Monsieur Eric Fopoussi, l'un des autres moyens, c'est le transport. Monsieur Eric Fopoussi, placez-vous au niveau de la zone industrielle. Prenez pour indicateur un camion sortant de cette zone qui doit livrer à Limbe, pas très loin d'ici à Limbe. Suivez ce camion, vous allez vous rendre compte que le camion sortant de la zone industrielle pour atteindre Ndobo, j'ai dit Ndobo, mais 3h30 de temps. Vous pensez que si vous avez 6 à 7 camions qui doivent aller et vous avez 3h30 de temps, on n'a pas de route, monsieur Fopoussi. On nous a trompé avec cette histoire de rond-point. Voilà. On nous a trompé. Voilà encore un facteur, un élément. Combien de temps on perd sur les routes? Sur les routes. On nous a trompé. Combien de temps on perd sur les routes? Parce qu'au final, c'est parce que dans ce pays, il n'y a pas assez, comme je l'ai dit d'ailleurs, des gens qui veulent travailler. Ils savent ce qu'il faut faire parce qu'ils vont dans les pays, ils voient comment ça se passe là-bas. On peut faire d'autres moyens de transport urbain. Le métro, par exemple, on peut imaginer les tramways, tout cela, pour faire en sorte que le pays soit décongestionné et que les gens puissent se déplacer facilement. Mais c'est qu'on ne le souhaite pas, on ne le veut pas. Alors, regardez sur l'axe là, le nouvel axe, souffrez que j'en parle, sur le nouvel axe. Les ronds-points, regardez la dimension des ronds-points jusqu'à Bonadéry. Un camion pour tourner, les décédés de mort. Il faut qu'il travaille. Ça crée des embouteillages chaque jour. Au niveau du marché, monsieur, avant le toboggan, au niveau du petit marché, là, au niveau de Bonabé, je ne sais pas si, comment on appelle cette zone, je vous assure, lorsque les gars arrivent avec le changement, il faut qu'ils prennent et l'entrent pratiquement sur le trottoir pour pouvoir passer. Ça sert à quoi? On a déjà vu cette histoire-là où? Regardez à feu rouge. Regardez le rond-point qui est ici à feu rouge. Vraiment, c'était la sortie est même de Douala. Carrefour des billes, Carrefour, comment on appelle, borne d'ici. D'énormes ronds-points. Ce qui est intéressant pour que ceux qui le regardent comprennent bien les grands enjeux de cette affaire, de l'industrialisation du Cameroun, il y a des pays qu'on peut prendre un exemple. On sait que l'Allemagne, par exemple, est une nation industrielle par l'automobile. L'Allemagne s'est forgée comme étant champion d'automobile. On peut citer des pays comme la France, même si on peut dire ce qu'on veut de la France, mais la France a investi dans ce qu'on pourrait appeler ici l'agroalimentaire, où on parle de fromage, où on parle de choses qui sont liées intimement à la culture. Le salon de l'agriculture se passe tous les mois de février et on connaît, et il n'y a que 5% de la population française qui s'occupe de l'agriculture. Tout à fait. Or, la France mange à sa faim et exporte. Voilà. Nous avons 95% de la population qui s'occupe de l'agriculture et nous ne mangeons pas notre faim. Prenons un petit pays comme le Rwanda. C'est hier que le Rwanda a investi 5 milliards pour lancer les usines de transformation, de fabrication d'ordinateurs portables. Ils desservent déjà toute leur région. Toutes les régions à telle enseigne qu'un projet d'extension est en train de voir le jour. Nous, on a pris 75 milliards. On allait faire un prêt de 75 milliards pour des ordinateurs qu'on est venu offrir à des jeunes et dont on n'a même pas fini de nos ans. Voilà, je suis comme vous, on est clairement dans le Wandafulkistan. Alors, on doit également rappeler, et d'ailleurs c'est fort important de voir que le président Paul Biya, lorsqu'il accède au pouvoir, le travail a déjà été fait pour lui avec ce plan quinquennal 81-86. Donc on aurait simplement dû mettre ce plan-là en œuvre, qu'aujourd'hui nous serons peut-être le premier pays africain dans l'agroalimentaire. Absolument. Parce que nous avons des arguments à faire valoir dans ce domaine-là à travers la fertilité extraordinaire de nos territoires. Monsieur, il faut aussi, derrière l'huile de palmiste, on a au moins 10 dérivés.
qu'on peut utiliser. Derrière l'huile de palmiste, c'est seulement. Seulement L'huile. C'est-à-dire la fabrication de l'huile. Les Malaisiens sont venus apprendre, ils sont aujourd'hui au sommet. À telle enseigne que la bonne huile qui était celle du Cameroun, aujourd'hui on dit que non, c'est la mauvaise huile. Alors que tous sont venus apprendre. Et franchement, ça se demandait où est-ce qu'on est en train d'aller. 36 ans dans le noir. Alors Flora, il y a un dernier message dans cette vague, je vous en prie. Oui, on a une autre réaction d'un téléspectateur aussi. Comment expliquer que les opérateurs économiques aient réalisé des ouvrages depuis 2017 et l'ordre du virement disponible en avril 2018, mais n'est pas payé aux prestataires? S'interroge-t-il jusqu'à ce jour? D'accord. Ok, bon, merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, pour vos nombreuses contributions. Nous allons entrer tout de suite dans la revue, notre fameuse revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Oui. 3 informations. Alors, on va se plonger. Je vous plonge dans la journée d'hier. On était au marché Bopi. On revient sur le climat social qui n'était pas du tout favorable. En tout cas, c'est une décision du sous-préfet de Douala-Première qui a provoqué les échauffourées entre les commerçants du dit marché. On est à Bopi avec la police municipale venant donc mettre un thème à cette séance de travail. Une assemblée générale tout simplement où les commerçants axés sur la présentation de la nouvelle loi de finances, également sur la recherche des solutions pour mettre fin à l'insécurité au sein du marché Bopi. On rappelle que c'était une initiative de Alice Maguidjou. Donc maintenant, tout de suite après quelques minutes, on a donc eu l'interruption, bien la présence des gros bras de la police municipale venue donc interrompre cette manifestation. Également qui au départ avait été autorisée par le sous-préfet de Douala-Première. Après quelques interrogations des commerçants qui se demandaient mais pourquoi cette interruption. Vérification faite, nous dit-on, il s'agissait tout simplement de revirement de l'autorité locale qui interdisait, oui, manifestement, cette séance de travail. Et tout de suite, vous pouvez imaginer la folie, les chaufferries, les échanges de voix, éclats de voix et autres. Le calme est revenu après de longs moments, longues minutes. Il a fallu donc calmer les commerçants et autres pour revenir justement à de bons sentiments. Et il faut pousser. Comment expliquer cette situation et à qui la faute? On continue cette orgie sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone hier Alice Maguidjou qui m'appelle et me dit mais c'était incompréhensible quand même, c'est surréaliste. Mais ce pays, il faut quand même que les gens comprennent où on va. Il faut faire attention parce que quand ça va commencer à chauffer, les gens vont chercher les raisons, les origines, les causes sans savoir effectivement qu'il y a des petits gestes comme ça qui contribuent à envenimer le climat social comme vous l'avez dit. Bon, Bégan, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que d'abord le sous-préfet, qui est le délégué d'arrondissement du ministère de l'administration territoriale, vient de faire, mais en fait de manière plus sérieuse, cette dame, Madame Alice Maguidjou, a un contentieux avec la communauté urbaine. Voilà. Et la communauté urbaine et les autorités de la communauté urbaine sont donc surprises que le sous-préfet ait délivré un récépissé de tenue, manifestation. Et comme là-bas, la communauté urbaine, on peut piétiner la loi, on peut licencier les délégués personnels, on ne les paye pas, on peut donc penser on a une police municipale. Voilà, et on peut donc apporter une police municipale, quitte à cette police municipale d'affronter la police officielle. Bon, je pense que c'est ce qu'on souhaitait. Et comme vous avez dit, je termine par là, on est en train de, sous la cendre, il y a le feu. Voilà. On ne sait pas comment ça va prendre. On va aller rapidement. Chalabel, vous aussi. Monsieur Eric Fopoussi, les événements d'hier, vécus hier, m'ont fait comprendre un ensemble de choses. Je commence par citer ces différents points. Une autorité qui donne l'autorisation à midi et qui à 13h ou à midi 30 se souvient qu'elle a commis une erreur annule sans toutefois éviter, alors que la cérémonie est en train de se dérouler. Vraiment, c'est dit qu'on est dans un pays, le Wonderfulkistan, où tout le monde réfléchit. C'est-à-dire qu'on évolue aux humains. Premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, comment est la police municipale envoyée par le délégué qui vient dire aux policiers que, oh, ici ce n'est pas vous qui parlez, oh, des gros bras qui ont... Monsieur Eric Fopoussi. Ils ont toujours des gros bras. Vraiment, vous voyez la police municipale, pardonnez-moi Florazé, la police municipale qui vient bousculer,
qui vient dicter sa loi. En fait, dicter sa loi, monsieur, il faut pousser. Comme si Mais c'est très grave. Ils font là comme si ils ont fait la formation à Mouteng. Je me suis demandé, mais on est où? On est où? Quelle est la place du délégué du gouvernement dans une ville? Quelle est la place du préfet? Quelle est la place du sous-préfet? Est-ce que le délégué peut primer, la police municipale, le délégué peut primer sur les forces de l'ordre, le maintien de l'ordre? Alors, monsieur Fopoussi, en fin de compte, je me suis rendu compte que l'intention, peut-être Alice Maguedjo a de sérieux problèmes, mais l'intention était noble. Former les commerçants. Monsieur Eric Fopoussi, au marché central de Douala, je vais vous dire, il nous regarde au marché central. Il y a des gens que lorsque les gars des impôts là, arrivent avec les papiers, vous voyez des pères qui disent que papa, je n'ai pas envie de lire. Tu penses qu'on peut finir l'affaire là à combien? Je te donne combien? Pardon, tu parles toi-même, tu remplis. Les gars escroquent les commerçants. Beaucoup de commerçants sont ignorants, monsieur Fopoussi. Ils profitent donc. Ils profitent de l'ignorance des commerçants. Ça s'appelle abus de faiblesse. Oui. Ils sont passibles de cette condamnation, monsieur Fopoussi. Abus de faiblesse, oui. Ils arrivent, vous avez des pères là-bas qui disent que papa, tu sais que je ne comprends rien dans vos calculs. TVA, TV, ceci. Papa, vraiment, dis-moi, je te donne combien? Tu pars toi-même gérer. Vous voyez des gens qui, au lieu de payer 500 000 par rapport à le nombre de leur boutique, ils se retrouvent à donner 3 millions. Quand vous voulez parler, dites que non, 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 laisse-le. C'est lui qui a rentré mes problèmes, laisse-le. Depuis là, je n'ai pas de problème. On gère comme ça. Voilà des fonctionnaires qui, au lieu de former, donc je pense que l'action menée par Alice Maguedjo est une action louable. La présidente, oui. Est une action louable. Oui. Je lui tire un coup de chapeau, quitte aussi aux délégués de savoir qu'à un certain moment, on n'a pas besoin de faire le bras tout le temps. Vous avez des délégués, vous n'avez pas pu gérer l'affaire avec les délégués. On n'a pas de route. La poubelle, elle a ça nous dérange. Vous êtes sur tous les fronts, vous discutez partout et finalement, vous ne réglez rien parce que la preuve, ils sont sortis de là sans avoir rien réglé, monsieur. Voilà, justement. Je comprends pourquoi il y a des embouteillages à Bopier. Il n'y avait même pas moyen de circuler. Bopier, d'abord, le marché a pris toute la route. Même, c'était grave hier, quand l'affaire a commencé, Flora, il n'y avait pas moyen de passer en Bopier. Les embouteillages par-ci, par-là, vraiment. Hein. Vous allez me faire regretter d'être camerounaise. C'est ce que je ne veux pas. J'aime bien mon pays, mais vous allez me pousser à bout à la longue. Je vous ai fait quoi pour mériter tout ça? Vous voulez que je meure avant mon jour, pourquoi? Un pays où on n'a pas besoin de... À l'heure, on n'a pas besoin de faire les bruits. Les gars de la communauté viennent brutaliser les policiers, ça se fait. Vous ne savez pas que pour porter la tenue des policiers, là, c'est une formation à Moutengene. Je connais tous les coins où ils font la formation à l'école d'application de police de Moutengene. Je connais bien l'endroit là. C'est pas là-bas en open moment. Voilà. Vous venez froisser les hommes en tenue. Ça, c'est une histoire, on va suivre minute by minute. Parce que ça commence toujours comme ça, mais vous allez entendre qu'il y a les rancunes et les rancœurs. En bon français. Donc, voilà dans quelle situation on se trouve et on ne peut pas laisser perdurer ça. Non, vraiment, on le dit avec beaucoup de gravité. On ne peut pas laisser des personnes, fussent-elles autorités de ce que... Utiliser leur pouvoir comme ils veulent pour arracher les barres, couper les fils, endommager les investissements, c'est pas possible. Mais parce que vous voyez les images, c'est horrible. Oui, ça veut dire que... Qui est donc à la cause de ce conflit? Qu'est-ce qui justifie une telle brutalité, mon Dieu? Demain, tu vas vous venez arracher les fils, les gens veulent manifester. Vous cassez un matériel durement acquis. Et demain, on va entendre qu'il y a mort. C'est quoi l'idée de la brutalité? Et je ne sais pas si... parce qu'au final, et c'est pourquoi d'ailleurs, cette affaire de délégué du gouvernement va finir par exaspérer les Camerounais. Il faut qu'on annule cette affaire. Pour l'instant, on a beaucoup supporté, mais à un moment donné, quand même, je veux dire, on leur concède des pouvoirs. On a vu à un moment donné qu'ils ont fait des actions, mais sauf que ça devient quelque chose d'incontrôlable. Monsieur Eric Fopoussi, voici les commerçants du marché Noudaido. Voilà les commerçants du marché Noudaido qui sont tout feu, tout flamme. Parce qu'on leur a dit qu'il faut, qu'on va casser le marché, il faut quitter, il faut partir du marché. On a monté des équipes de coordination, c'est toute la communauté humaine, monter des équipes de coordination, il faut faire partie ici, il faut diviser ça, créer, permettre de voir les chefs de bloc, envoyer des formulaires, pour envoyer des formulaires dans le marché. Je vais vous présenter ces formulaires, envoyer des formulaires dans le marché pour dire que comment trouvez-vous l'administration de votre marché? Voulez-vous qu'on casse le marché pour le faire? Voulez-vous des boutiques? Les commerçants ignorants, ils se retrouvent, on dit bon, on peut remplir pour vous, vous signez. Les gens se retrouvent à remplir pour vous, à proposer aux commerçants à signer. Aujourd'hui, les commerçants demandent à rencontrer les autorités de la communauté humaine pour savoir qui se cache derrière cette affaire. Non, c'est un particulier. C'est grave.
C'est un Non, mais c'est grave. Moi, je crois que... C'est grave. Je reviens à vous. Oui. Congo n'est pas résolu. Le marché central n'est pas résolu. Je reviens à vous. Pourquoi ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est important pour notre République? On a dans notre Constitution le terme qui est consacré État unitaire décentralisé. Normalement, la Constitution, l'article 55, aménage. On sait qu'il y a les communes, il y a les régions. Il n'y a nulle part inscrit communauté urbaine. Ça n'existe nulle part à la Constitution du Cameroun. Nulle part. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a confié à ces messieurs-là, à ces dirigeants, des pouvoirs exorbitants sur nos villes, nos métropoles, nos grandes villes. Mais sauf que comme ce sont des personnalités qui sont nommées, elles trouvent qu'elles n'ont pas de compte à rendre aux populations. Ce qui justifie donc ce zèle, cette brutalité, parce que elles savent qu'aux prochaines élections, elles ne seront pas candidates, donc elles resteront là indéfiniment tant que le décret qui les nomme ne sera pas abrogé. Donc voilà une question importante. Il faut que le Camerounais, nous les Camerounais, qu'on se réessaye et qu'on regarde l'avenir en face. Non, moi, vous savez, moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est le rôle qu'a joué le sous-préfet. Et justement, dans ma petite tête, je me rappelle lors du scrutin dernier, avec justement la manifestation de Kabalibi, je pense bien, il y a eu également une autre bisbille. Ça veut dire que vous délivrez une autorisation à 12 h. Et puis à 13 h, vous dites non, elle est interdite et autres. Mais c'est très grave. Je dis que c'est le Rwanda. On doit même s'arrêter là, et toute une émission seulement sur ça. C'est très grave. Maintenant, vous êtes là pour qui exactement? À cause de vous, voilà des populations, des personnes qui allaient s'entretenir et des populations, des commerçants qui ont dû perdre pratiquement toute une journée à cause d'une initiative qui était louable. Comme je l'avais dit, former des commerçants. Et encore que dans nos marchés, l'insécurité domine. Même nos clients, nous ne sommes pas en sécurité. Alors, vous avez donc une femme qui prend l'initiative. Nous ne voulons pas savoir s'il y a des bêtises entre la communauté urbaine et elle et autres. Est-ce que l'initiative était louable? Oui. Pourquoi l'interdire? Florazé, je dis, cette initiative était plus que louable. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui nous regardent, qui savent pas qui dansent de lumière. Et oui, qui dansent d'eau. Ils sont nombreux, les Camerounais. Ils ne savent pas dire qu'ils dansent d'eau. Allez relever. Comme c'est que moi, je suis en mesure de calculer les TVA si j'avais... Je suis comme vous, oui. Mais moi-même personnellement calculé. Moi, je suis perdu. C'est normalement dans ça. Voilà une activité louable. Comme on dit, pour payer vos impôts, voici pour payer ceci. Qui ne vous dit même pas que c'est ça qu'on voulait éviter? Je vous dis donc que... C'est ça. Ce que nous avons hérité de l'administration coloniale française, c'est ce que nos autorités administrent. C'est-à-dire nous maintenir dans l'état d'indigène. Il ne faut pas que nous soyons des évolués. C'est-à-dire comment on peut former les commerçants pour qu'ils sachent eux-mêmes lire les chiffres d'affaires, savoir combien ils peuvent payer en TVA, combien ils peuvent payer en ci ou en ça, ou en l'impôt libératoire. Mais on veut initier les populations de ces, mais on veut dire non. Qui vous a donné l'autre? Mais Charles il a fait un petit théâtrisation de ceux qui ont 3 millions. Il sait que non, c'est pour même ça. Comme ça. Alors tu pouvais payer moins. Monsieur, il faut pousser. J'ai mon cousin au marché central. Je l'ai supplié un jour. Oui. Je veux mourir, il dit ça, la mêle, c'est pas la télé. C'est pas la mêle, c'est pas la télé. D'accord. Je fonctionne comme ça depuis des années avec lui. Très bien. Ok. Je dis que ce pays est incompréhensible. Ce pays est incompréhensible à tous les niveaux. Alors, Florazé, avec vous, on va évoluer au cœur de cette revue des réseaux sociaux. La deuxième information reste avec les manifestations. Alors, on a le préfet du Fundi, lui, qui dit ne pas vouloir, il ne veut même pas entendre parler de cette manifestation liée au MRC pour les dates du 26 janvier déjà pour ce week-end et puis pour le 9 février prochain. Donc, c'est dans une note qu'il a tenu à rappeler aux uns et aux autres. Je vais citer la note que les manifestations à caractère vindicatif demeurent interdites sur l'ensemble, on parle du MRC, l'ensemble du département du Fundi. Et invite les habitants de la cité capitale à respecter les institutions de la République, à faire montre aussi, comme par le passé, de maturité, de patriotisme et de civisme, et à ne point prêter le flanc justement à ce mot d'ordre à tout le moins, qui à tout le moins irresponsable et séditieux, a-t-il dit, dans
l'implémentation ne saurait donc laisser les uns les autres indifférents. A-t-il dit, le chef de tel a réitéré en tout cas dans cette note qui fait le tour des réseaux sociaux. Rappelons tout de même que le 15 janvier dernier, le MRC par la voix de son président avait donc initié cette marche blanche pacifique en vue de dire non au hold-up de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, mais aussi pour dire non au hold-up sur la crise, la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, non au hold-up de la fortune publique, vous vous souvenez, en lien avec le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Alors, lorsque nous avons d'ailleurs eu connaissance de cette décision du préfet du Fundi, M. Tila, ça nous a rappelé quand même un autre préfet du Fundi, en 1997, un certain Edgar Alain Bengo, en 1997, le préfet du Fundi, qui avait lui aussi cette facilité justement à appeler aux Camerounais qu'il fallait respecter l'ordre public et qu'il fallait respecter également les institutions de la République. Donc on y est en 2019 avec donc ce préfet du Fundi. Alors on parlait ici hier, nous revenions sur la répression qu'il y a eu avec la marche du SDF ici à Douala. Voilà que quelques heures plus tard, hein, vraiment, soit c'est quelques minutes, mais on a un préfet qui fait une sortie. Au Bégal, comment on appelle ça? On appelle ça piétiner la loi fondamentale de son pays. Oui. Et quand c'est une autorité administrative qui le fait, c'est encore très dangereux. La Constitution du Cameroun consacre les libertés d'association, de manifester. Et un préfet vous dit à un parti politique, vous n'avez pas le droit de manifester. Ça veut dire qu'il piétine allègrement la Constitution et c'est condamnable. Et ça va aboutir justement à l'application, cette fois-là, comment l'appeler ça, de la Charte des droits de l'homme, qui est également consacrée par la Constitution. Et c'est dans le préambule de la Constitution. Oui, dans le préambule de la Constitution. Oui. Et le troisième considérant, j'aime le citer, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit clairement que considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Fin de citation. Donc en fait, voilà le préfet et ses collègues autorités administratives qui amènent les populations à s'élever contre la tyrannie et l'oppression dont sont victimes. Après, demain, on dira que, ah oui, vraiment, ils avaient un calcul derrière la tête. Il y avait un plan qui était caché. Il y avait, alors que c'est elles, les autorités administratives, qui pour son cas, il n'est que le délégué départemental de l'administration territoriale. Vous avez beaucoup à le rappeler ces temps-ci. Je voudrais bien que vous qui êtes responsable, vous qui connaissez le droit administratif, vous m'expliquez cela. Non mais c'est clair, c'est clair. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans cette affaire, Chalamel, et c'est à vous que je passe la parole. Est-ce qu'ils ont un tout petit peu tiré les leçons de ce qui s'est passé à Douala? Parce que là, il faut bien voir que celui qui monte au créneau, qui monte au charbon, c'est l'autorité préfectorale. Alors, ce n'est pas les sous-préfets. C'est le délégué départemental. Non, allez-y, Chalamel. Oui, c'est le préfet. N'essayez surtout pas d'aller vous les voyez passer, vous dites, monsieur le délégué, vous risquerez à subir. Monsieur Rifo-Poussi, il faut dire que il y a des propos qui m'ont vraiment étonné. Oui, heurté. J'ai eu vent. J'ai eu vent. Il n'a pas été saisi de manière formelle, M. Rifo-Poussi. C'est sous un vent ayant soufflé qu'on réagit en disant ne t'en hâtez même pas. Voyez jusqu'à quel niveau, M. Rifo-Poussi, on parle de frilosité de la gestion. On ne vous a pas saisi de manière formelle. Ce n'est qu'une rumeur, entre guillemets. Vous n'avez eu que vent, vous dites que j'ai eu vent. Ne tentez même pas. Cela ne se passera pas. Autant mieux, M. Rifo-Poussi, et ça je le dis à l'endroit de tous les sous-préfets, de toute l'autorité préfectorale, faites une pancarte, mettez à l'entrée de vos différents services. Ça ne sert à rien de demander des autorisations, de marche, de faire les déclarations. Vous ne les aurez pas. C'est mieux. Non, il faut juste abroger la loi de 90. Non, il faut collaborer. C'est un long chemin. Plus ça ne sert à rien. C'est un long chemin. Qui met la pancarte,
si c'est pour les déclarations, ne venez pas. Oui. Sauf pour les particuliers, ne venez pas, vous ne les aurez pas. On met la liste des partis politiques qui fonctionnent dans l'opposition, monsieur le Faux. D'accord. Donc j'estime quand même que c'est assez grave et gravissime, et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, on se retrouve toujours à ceci que les manifestations sont réprimées avec autant d'intensité comme celles que nous avons vécues l'autre jour, monsieur le Faux. Et certainement le 26, je ne connais pas quel est le programme du MRC, mais à voir ce qui se passe sur la toile, j'ai bien peur que ce soit tout le Cameroun tout entier où les choses s'organisent, monsieur. En tout cas, ce qui est certain. J'ai seulement pitié de mon ami Essama. Tu vas faire comment, Norman? Parce que c'est son parti politique. Tu n'as pas vu en image, tu n'avais pas un moment. J'ai seulement pitié de mon ami Essama. Je comprends aussi le Ngomna. Parce qu'on n'a pas besoin de l'attroupement. Le pays, pour le moment, si on ne veut pas l'attroupement, le pays s'y va mal. Mais le Ngomna peut aussi dire que quand vous voulez vous attrouper, bon, moi j'envoie les policiers. Et bon, on va pour que Essama ne fasse pas la police. Je connais quand Essama fait commencer le boucan. Tu vas faire comment, mon père? Voilà qu'on est en train d'empêcher la mais lui roule seulement avec sa moto. Est-ce qu'il a l'arme? Vous avez le Alors, avant de terminer sur ce sujet, juste une petite précision pour les citoyens qui nous regardent. Alors, il y a des Camerounais qui ont décidé de vivre leur citoyenneté de manière différente. Et ces Camerounais estiment que marcher en tant que citoyen pour revendiquer n'est pas utile ou bien est inutile. Alors, que ces Camerounais de grâce arrêtent de décourager les autres. Parce qu'il y a un discours dangereux qui commence à être injecté comme ça dans l'opinion publique camerounaise, qui veut que lorsque un parti politique déclare ou annonce une marche, il y a des gens qui disent que il faut que les enfants soient en Europe et qu'ils envoient les enfants dans la rue. Ce discours est dangereux. Ce discours-là, pour une démocratie, est dangereux parce qu'il y a des Camerounais. Si pour vous, aller manifester n'est pas une valeur, sachez qu'il y a des Camerounais qui sont morts pour qu'on ait ce droit au Cameroun consacré par la loi 90/055 du 19 décembre 1990. Donc, il est important que les gens comprennent ça. Sinon, on va encore s'acheminer vers le mur. Et le mur, il n'est jamais certain. On ne sait jamais sur quoi ce mur peut nous déboucher parce qu'on ne voit pas l'avenir. Donc, attention. Donc, voilà. On va passer à autre chose, Florazé. La dernière information, vous vous souvenez du vol des malfrats qui avait donc surgi dans la demeure de l'ancien secrétaire en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Boukam. Donc, à l'heure où je vous parle, on a donc réussi à mettre la main sur ces braqueurs qui sévissaient dans les villes de Douala, Yaoundé, Gaoundéré, et ils avaient pour cible des cibles favoris, hein, faut le dire, des maisons des expatriés, de banques, des hauts fonctionnaires et même des points de transfert d'argent. Alors 12 au total des individus qui ont été présentés. Le coup de vol, on rappelle là, selon la gendarmerie, constitué pour les forces de défense, plus particulièrement la gendarmerie nationale. C'était un grand défi pour eux, a-t-on dit. C'était également d'abord une provocation pour eux. Donc, selon le droit, ils ont mis tous les moyens dans cette enquête pour mettre la main sur ces, au total, 12 individus. On rappelle que selon les enquêteurs, ce sont tous des repris de justice. Et on a donc appris qu'ils avaient des armes, des munitions qui venaient de l'étranger et il est caché, voilà, normalement dans des plantations et autres. Donc, ils ont réussi quand même a fait peur à pas mal de personnes, mais grâce à ce coup de vol récemment, la gendarmerie, en tout cas les autorités, ont réussi à mettre la main sur ces braqueurs bandits spécialisés. Alors, vous avez parlé de repris de justice. Comment ont-ils fait pour être dehors? Non, vous voulez que je... Non, mais je veux dire, à un moment donné... Ils ont purgé leur peine. Je vais juste comprendre un exemple. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme crime. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme crime, mais s'ils ont volé, parce que c'est leur travail, c'est des braqueurs. S'ils ont braqué par le passé, ils auraient pu faire au moins 10 à 15 ans de prison. Alors, quand on regarde le profil, leur âge et tout ça là, donc ils ont commencé à braquer un peu très tôt, à 5 ans, à 10 ans, peut-être. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans un pays. Hein? Alors, Chalabel, vous allez également en parler. Pour vous, c'est une bonne prise? Non, ça ne résout même pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Pour moi, pris ou pas pris, ça ne résout pas le problème.
Moi, la seule question que j'ai posée qui demeure d'actualité, lorsqu'on a été en fonction dans des postes aussi stratégiques, lorsqu'on en quitte, on n'a droit à aucun avantage, même pas une garde. Constituer les militaires, c'est les sociétés de gardiennage qui vont assurer. Mais posons cette question qu'il faut savoir, monsieur Rico. Peut-être qu'on a rectifié ça. Non, mais Chalamel, c'est tout ce que moi je veux la savoir. ténacité qu'on a mis à résoudre mais au moins, il faut saluer la dextérité des enquêteurs qui ont quand même réussi à mettre le grappin dessus. Monsieur Rico Poussi, chaque jour on agresse des gens dans mon quartier, on les poignarde. Jamais on met la main sur les braqueurs, alors sur ces braqueurs qui viennent détourner de l'argent, alors que des plaintes ont été formulées en bonne et due forme. Ce n'est pas que je vais ramener ces personnes à l'ex-ex, au secrétaire d'État à la Défense, mais je voudrais tout simplement préciser que la justice doit être égalitaire pour pratiquement tout le monde. D'accord, très bien. Donc moi je dis, est-ce qu'on, lorsqu'on a été en fonction, on vient à partir, perd-on tous ses droits et avantages, même si on a servi pendant des années, parce que lui, il a servi plus de 20 ans. Voilà. C'est plus de 20 ans qu'il a servi. C'est la preuve que quand on ouvre les enquêtes, si on s'y met un tout petit peu, moi, c'est ma propre expérience, on peut résoudre. Parce que je crois bien qu'à Bafoussam, il y a également une femme gendarme qui avait été violée, je crois, en mai de l'année dernière. Et c'est récemment, il y a une semaine, qu'on a réussi à mettre la main sur ces deux violeurs. On a leur nom et puis selon les preuves, ils avaient même encore le téléphone portable de la dame. Donc, elle aussi, femme gendarme. Donc, je crois que si nos autorités, nos forces que je respecte, et notamment, moi, je pense que c'est plutôt un acte à encourager, louable, qu'on le fasse également pour des simples plaintes, des plaintes de simples on ne peut pas laisser citoyens camerounais. On ne peut pas laisser les hommes en tenue de le suivre parce qu'il n'y a pas d'effectif. On a besoin des gars à Kolofata. On a besoin des gars dans le sud-est pour la sécurité. D'accord. Il n'y a pas d'effectif. D'accord. Merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. Nous allons aller donc retrouver au plateau B Consilamine. Mais avant, madame, messieurs, voici donc la nuit de l'ambiance BCBG. Venez-moi! Consilamine et la gamme Ahmed Miracle présentent la nuit de l'ambiance BCBG. Le 30 janvier 2019 à 20h à Canal Olympia, situé à la gare de Bessenguer à Douala. En spectacle inédit, Katino, la femme du peuple. Afo Akom. Adela Bikim, la grande royale. Je n'en peux plus. J'avais Moustique, le charismatique. Quand tu n'as qu'à porter la veste, c'est comme si je suis en cellule. Moi, je suis pas habitué. Et pour couronner tout, Bendiga. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. Prix d'entrée, 5 000 francs CFA. VIP, 10 000 francs CFA. Infoline, 6,99, 38, 40, 91, 6,50, 28, 44, 51. Soyez de la fête car l'ambiance sera très chaude. Partenaires médias exclusifs, radio et télévision et Equinox. Alors, il a un sourire large ce matin, Consilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric. Le sourire est là parce que tout se passe très bien. Nous sommes exactement à 6 jours de la nuit de l'ambiance BCBG. Premier spectacle au Cameroun, à Douala, autant pour moi, pour l'année 2019. Comment se prépare la nuit de l'ambiance BCBG, Consilamine? Alors, elle se prépare plutôt très bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les artistes cités, notamment Bendeka, Katino, Adela Bikim, Prince Afo Akom, Moustique le charismatique, tous ces artistes-là ont déjà reçu leur cachet. Je vous le confirme, je vous le rassure. Alors, également du côté de la salle, tout est déjà calé au niveau de Canal Olympia, qui est bel et bien cette salle de spectacle VIP, climatisée, sécurisée, qui est située à Douala, à la gare de Bessenguer. C'est une salle de 300 places assises, bel et bien. Alors, tout se passe plutôt très bien. Et je dirais tout simplement ce matin, chers téléspectateurs, n'attendez pas la dernière minute, parce que les billets s'arrachent comme les bouts de pain. Vous aimez le concept Salaka, vous aimez Bendeka, vous aimez Katino, vous aimez Adela Bikim, vous aimez Moustique le charismatique. C'est l'occasion plus que jamais d'aller arracher votre ticket de 5 000 ou de 10 000 francs et de vivre le mercredi 30 janvier 2019 à partir de 20h, la nuit de l'ambiance BCBG qui aura bel et bien lieu à Canal Olympia. C'est à la gare de Bessenguer. Nous sommes bel et bien à Douala.
Parlez-nous une fois de plus des artistes invités, du prix d'entrée et des points de vente, Constilamine. Alors, la nuit de l'ambiance BCBG est un concept de Constilamine et de la gamme Ahmed Miracle. C'est un événement qui va réunir sur le plateau des artistes de renom, tel que ça s'affiche à l'écran. Je rappelle que tous ces artistes seront bel et bien là et ils ont promis d'offrir un show pas comme les autres, question de permettre au public de commencer l'année 2019 dans la beauté, dans la bonne humeur, dans la détente. On aura donc sur le même plateau celle-là qu'on ne présente plus. Ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a plus joué à Douala. C'est bel et bien Katino. On aura Bendeka, bien entendu, à Delabikim, Moustique le charismatique, Prince à Foakam, et bien entendu, tout ce qui aura comme partenaire, c'est le 30 janvier dès 20h. Le prix d'entrée est de 5 000 et 10 000 francs pour la place VIP. Et je rappelle que le ticket de 10 000 vous donne droit à plusieurs lots et les billets sont disponibles à Canal Olympia, à la gare de Canal Olympia, au magasin 1001 tapis, à l'Institut de beauté Ahmed. Donc tous ceux qui veulent vivre cet événement, c'est l'occasion plus que jamais d'aller acheter leur ticket au prix de 5 000 et 10 000 francs dans les différents points de vente ou alors d'appeler tout simplement au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran pour des éventuelles réservations. Merci Constilamine, on va sortir avec évidemment l'élément. Le mot de fond, vous permettez un instant, voilà, nous allons bien entendu, on saurait partir sans remercier la radio et télévision Equinox qui est bel et bien le partenaire média exclusif des événements et bien entendu une grande dame, le prêt-à-porter chic Chérène Temi qui a bel et bien soutenu financièrement, matériellement et moralement la nuit de l'ambiance BCBG. Rendez-vous le 30 janvier 2019 à 20h à Canal Olympia. Constilamine et la gamme Ahmed Miracle présentent la nuit de l'ambiance BCBG le 30 janvier 2019 à 20h à Canal Olympia, situé à la gare de Bessenger à Douala. En spectacle inédit, Katino, la femme du peuple. Afo Akom, Adela Bikim, la grande royale. Du rire avec Moustique le charismatique. Toi tu n'as qu'à porter la veste, c'est comme si je suis en cellule, moi je suis pas habitué. Et pour couronner tout, Bendeka. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. Prix d'entrée, 5 000 francs CFA. VIP, 10 000 francs CFA. Infoline, 699 38 40 91 650 28 44 51. Soyez de la fête car l'ambiance sera très chaude. Partenaire média exclusif, radio et télévision et Equinox. Ils ont dit non, on les est bonnes, c'est là nous pépénéons. Sur le plateau républicain 10-12, le Zénith, madame, monsieur, vous prendre la parole et la donner donc à nos compatriotes dans le cadre d'interpellation. On va suivre un interpellateur et nous sommes de retour pour les commentaires en plateau. Tout de suite. Pour le bon développement, c'est de balayer tous les dirigeants, de commencer à zéro. Parce qu'à chaque idée qu'on donne, ils développent toujours leur idée. Donc rien ne peut changer tant que c'est les mêmes qui sont là. Il faut balayer, il faut recommencer à zéro. Balayer tous et prendre une nouvelle génération. Voilà, donc on a décrié sur ce plateau de nombreux sujets. D'ailleurs, on a décrié de nombreux mots qui minent notre pays. Et l'interpellateur ce matin a utilisé un terme tout à fait bien consacré, le grand balayage. Bon, Robingan, quel est votre... bon, je présume déjà ce que vous direz, mais allez-y. Non, je suis complètement d'accord avec tout à fait d'accord. On ne peut pas estimer qu'on est dans une maison sale et une maison qui a des étages, qui est encadrée. Et vous commencez à balayer par le bas. Parce que j'entends souvent dire que oui, mais attendez, il faut d'abord, tout le monde, c'est un état. Tout le monde, commençons par la mauvaise mentalité entre nous. Non, il y a quelqu'un qui a prêté serment. À moins que le serment ne dise rien. Il y a quelqu'un qui a été élu parce qu'il a fait des promesses. Il faut bien qu'il rende compte. Et quand il se rend compte qu'il ne peut pas rendre compte, précisément parce qu'il a échoué, il y a des dispositions. Aïdjo est parti. Hollande a dit dernièrement aux Français que, gars, je vous ai promis des choses, je ne peux pas, je ne viendrai plus. Mais maintenant, quelqu'un vous dit,
Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Il dit depuis 3, grande ambition, grande réalisation, grandes opportunités. Lui-même, il sait que ça ne peut pas donner. D'accord. Donc, il nous appartient de balayer un escalier en commençant par le haut. Commençons par le haut. Bon, moi, je dis seulement compatriote, oui, balayer, mais on commence par le haut. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette interpellation. Madame, monsieur, nous basculons tout de suite au plateau P. Une fois de plus avec Constilla Mine, avec qui on parlera des gyrophares de signalisation. Avec vous, donc, Constilla Mine, une fois de plus. C'est à vous. Bien entendu, je reviens à l'instant pour parler sécurité, pour parler prévention routière et pour parler de cet appareil, bel et bien, ce sont les gyrophares de signalisation. Et je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs de l'émission de Zénith que ces gyrophares de signalisation seront démontrés. Il y aura une grande démonstration parce qu'on sera en pleine nuit. Et c'est donc l'occasion plus que jamais de le présenter officiellement à tous les téléspectateurs qui vont venir au spectacle La Nuit de l'Ambiance BCBG, parce que les gyrophares de signalisation font partie des partenaires du spectacle La Nuit de l'Ambiance BCBG. Alors à l'instant, revenons à la présentation de cet appareil de sécurité, à cet appareil de signalisation routière. C'est un gyrophare de signalisation, comme son nom l'indique. Il permet d'alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Le gyrophare de signalisation peut être utilisé de plusieurs manières. On peut le poser au goudron, on peut l'accrocher sur son véhicule, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de la voiture. Il est également doté d'un espace sur lequel il y a l'aimant, et à travers cet aimant-là, on peut le coller sur la voiture. Ainsi collé en pleine nuit, il permet d'alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Vous avez donc quelques avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation, et de plus en plus les entreprises, les sociétés, même la police, nos amis des sapeurs-pompiers viennent acheter ces gyrophares de signalisation. Ça montre combien de fois c'est un appareil important, et c'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs de commander dès à présent leur gyrophare de signalisation. Alors le prix officiel est de 6 000 francs. Oui, c'est le prix officiel de ce gyrophare de signalisation. Mais comme nous sommes en pleine période de la nuit de l'ambiance BCBG, je vous l'ai promis, vous aviez encore quelques jours seulement, notamment 6 jours, pour acheter ce gyrophare de signalisation à 4 000 francs. Oui, je dis bien 4 000, ce gyrophare de signalisation. C'est à l'occasion du spectacle La Nuit de l'Ambiance BCBG, dont je vous permettrai, chers téléspectateurs, de l'acheter à 4 000 francs au lieu de 6 000. Donc, n'hésitez surtout pas. Venez directement au magasin 1001 Tapis. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 Tapis peuvent tout simplement appeler à nos numéros de téléphone et bénéficier de ce gyrophare de signalisation à 4 000 francs seulement au lieu de 6 000. Et cette spéciale promotion va s'achever le 30 janvier 2019. Alors, à vos prêts, à vos marques, prêts, partez et venez au magasin 1001 Tapis et achetez ce gyrophare au prix de 4 000 francs seulement. Merci Constilla Mine, merci infiniment. Madame, Messieurs, on va tout de suite basculer avec Florazé, avec qui on va donc rentrer dans cette corbeille à messages, dans la messagerie de l'émission, où vous êtes, on va dire, très actif. On le sent d'ailleurs à la fréquence des messages que nous recevons. On va donc lire quelques messages avec vous, Florazé. Alors Armand Amarois pense qu'il est anormal que la police municipale menace des populations. C'est triste. D'ailleurs, on voit d'ailleurs tout à fait une confusion de rôle. Est-ce que les municipalités, puis on parle de police municipale, jouent un rôle d'ordre public? On l'a vu à Boya avec le maire de Patrick Keba qui s'est transformé en autorité d'ordre public, justement. Donc il y a ces confusions de rôle-là qui doivent être clarifiées. En tout cas, qui doit être... qu'on doit... Oui. Les Cobra et les Nidia de Congo-Brazzaville. Hein. Voilà. Alors, si on ne se méfie pas. Voilà. Bon, vous nous faites peur, là. Hein. Oui, mais justement, voilà. Il faut attirer l'attention des autorités sur un certain... Si on arrive à ce point-là... Il faut justement éviter ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut
leur brandir ce spectre-là, que vous voyez où vous pouvez nous amener demain. Voilà. En tout cas, dans un territoire où chacun fait sa loi, ce n'est jamais voilà, tout à fait bien pour les citoyens camerounais de voir qu'il y a des gens qui estiment que avec leur police municipale qui se transforme souvent en milice municipale, on peut faire tout ce qu'on veut. Il suffit juste de recruter ce que vous avez appelé Florazé, les gros bras. Voilà. Othniel à Yaoundé réagit, dit qu'il y a un lien entre l'histoire du jour de tendance et la colère de Charles, la messe et l'alcool, l'outil d'aboutissement du peuple. Les Camerounais lèvent le coude et du coup on a tous ces problèmes qu'on embrasse au quotidien. Et aussi au Cameroun, pendant que les décideurs débattent du prix de la bière et la population lève le coude. Donc tout ça a un lien. Il n'a pas tort. Hein. Absolument. Parce que dans la loi des finances, vous voyez là où tu as tourné le débat, et la bière va-t-elle augmenter de prix ou pas? Donc les gens ne cherchent pas à savoir s'il y a d'autres. Si la loi des finances, si la loi des finances prévoit des aménagements ou quoi, on doit dire mais la bière va maintenir le prix ou pas. Alors j'aimerais. Même si on augmente le prix des bières, on va toujours ça. J'aimerais revenir quand même sur cette affaire de confusion des rôles des municipalités. Bon, par confusion de rôle, de cette répression qu'on observe chez les agents municipaux. Hier encore vers deux églises là-bas, c'est quel quartier de deux églises? C'est Godi, non? Godi, oui, voilà. Il y avait donc une voiture qui appartenait à un militaire qui était mal garé, et donc la fourrière municipale est arrivée pour transporter le véhicule. Alors il s'est passé quelque chose d'assez surréaliste. Les populations ont encouragé la police municipale d'emporter la voiture, que ça appartient, mais il faut porter, ça appartient à un militaire. Mais vous voyez à quel niveau ce pays nous amène. Ça veut dire que les gens ont le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a une action, on doit venger quelque chose. On doit venger leur impuissance. Le langage est devenu violent. Voilà. Beaucoup trop de frustration. Rappelez-vous de ce commissaire qui avait dit, lorsqu'on accablait la police, il avait dit oui, c'est bien beau d'accabler la police, mais sachez que la majeure partie des véhicules qui passent appartenant à l'armée n'ont pas de papier. Voilà. N'ont pas de papier. Voilà. Parce que vous voyez les militaires, tous les hommes en tenue n'ont que leur béret. Mais sauf que dans l'espace en ce moment-là, il y avait donc deux courants, ceux qui encourageaient les agents municipaux de porter le véhicule, et certains qui estimaient que porter à leur voir, porter à leur voir. Mais c'est quand même, c'est surréaliste. On a vécu cette scène ici au rond-point mobile Bonakwama. Oui. On interpelle un monsieur, il sort la télé, que c'est votre collègue, regardez comment les papiers, les Bentikina, dit que montre les papiers, tu es collègue de quoi? Les papiers. Ils sont dit que je suis militaire, on dit montre les papiers. Oui. Donc, vous voyez, ce que vous dites, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la réalité qu'on vit sur le terrain, tant pour la police municipale que pour les forces de maintien de l'ordre. Oui. Il se passe que quand c'est pour un militant, on sait que c'est au-dessus de la loi, et c'est la raison pour laquelle en tout cas, le fin mot, c'est que non, le fin mot, c'est qu'on en finisse avec les passe-droits. Voilà. Les citoyens camerounais ont le sentiment que c'est eux qui doivent subir le courroux de la loi, et que lorsque cette loi s'applique sur ces personnes qui sont au-dessus, on fait un peu comme ça, on jongle, on fait les jongleries. Monsieur aussi, il y a eu un cas que j'ai vécu personnellement le week-end, pas plus tard que le week-end dernier, où il y avait un convoi de militaires qui descendait. On a arrêté littéralement M. Eric Fopoussi. En fait, comment je veux dire, c'était une ligne. Il y avait l'embouteillage. Carrefour Melon, Carrefour Tcham. Oui. Les gars sortaient, ils sortaient, il y avait des rangs. M. Eric Fopoussi, ils ont pris le camion, ils sont entrés, ils ont manqué d'un peu d'enlever la toiture du petit poste qui est là au niveau du Carrefour. Ils ont traversé. Personne n'a bronché. Je dis personne n'a bronché. C'est pour dire qu'il y a ce qui est dit. On avait dit, je pense qu'il y avait qu'on avait demandé de contrôler tous les véhicules. Mais lorsque vous essayez, attendez, amusez-vous. Voilà, la République de passe-droit. C'est un convoi de militaires. Non, mais c'est les passe-droits. C'est un convoi. Non, mais un convoi.
Donc, un si convoi, on exemple. est dans un cas de force majeure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il montre l'ordre de mission. Oui, il montre. Parce que n'importe quel kidam peut prendre un véhicule, il passe On a aussi vu souvent nos militaires, moi j'ai également ils font même le café. Non, moi aussi j'ai souvent vu nos militaires descendre en plein de côtis et réguler la circulation. Non. Donc non. C'est une chose. Ce qu'on veut dire, ce qu'on veut dire aux citoyens, c'est qu'il faut qu'on en finisse avec les passes droits. Je suis d'accord avec vous, mais parlons justement de certains convois. Vous n'avez pas, ou bien pour des situations de cas majeurs, certaines situations que les citoyens qui ne savent pas vont penser à une injustice et autres, alors qu'il faut bien que la situation se gère. Même s'il y a une situation, vous montrez l'ordre de mission avant de passer. C'est la République, c'est comme ça. Allez-y, Flores, parce que n'importe qui peut prendre des véhicules militaires et aller faire des gaffes. Allez-y, donc on ne sait jamais. Oui, mais là, il faut toujours s'assurer que c'est là. Éloigné. Hein. Oui. Les dirigeants, alors parlons de Bachir Mbopi, M. Tchala Andopassi nous dit que les dirigeants, certains dirigeants veulent que les commerçants restent dans cette ignorance justement sur la règle financière et ça permet de faire prospérer la corruption dans le système. Merci, c'est sur ce qu'on va donc, madame, monsieur, voilà, mettre fin à cette émission. On se retrouve lundi prochain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.